Bienvenue à tous pour cette troisième édition du séminaire critique de l'intelligence artificielle. Donc, comme un peu les deux autres séances, je vais commencer par faire un tout petit rappel du positionnement du séminaire, et en fait, notamment à travers la définition du terme de critique. Donc, comme j'avais un peu rappelé dans les autres séminaires, en fait, ce terme de critique, on peut le faire un peu remonter à Kant, et notamment tel qu'il l'a développé dans ses trois critiques. Mais là, cette fois-ci, je vais vous parler d'un article de journal, en fait, qu'il a écrit de manière antérieure à ces trois critiques, qui s'appelle Réponse à la question qu'est-ce que les Lumières? Et les Lumières, en fait, bah, c'est la traduction française du terme du concept philosophique allemand Aufklärung. Et aujourd'hui, c'est sur ce terme-là que j'aimerais un tout petit peu me... Bonjour. Ouais. Oui, le séminaire, oui. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, c'est un peu sur ce terme sur lequel j'aimerais un peu passer de temps. Donc, juste pour vous donner un petit peu envie de pourquoi est-ce que le terme d'Aufklärung est intéressant, Foucault en a dit que c'est une notion qui est peut-être, après tout, le problème de la philosophie moderne. Donc, pour vous faire comprendre un petit peu qu'est-ce qu'est ce terme de Aufklärung, cette notion d'Aufklärung, je voulais d'abord rappeler qu'autour du 15e, 16e siècle, on a assisté en fait à une explosion, à une expansion dans la société des différents arts de gouverner. Ça peut être notamment à travers les arts pédagogiques, les arts politiques, les arts économiques, etc. Et ça, en fait, c'est ce que Foucault appelle la gouvernementalisation. Donc la gouvernementalisation, il le définit comme ça, c'est l'art d'assujettir les individus par des mécanismes de pouvoir qui se réclament d'une vérité. Et en fait, parallèlement à ce développement de la gouvernementalisation, c'est-à-dire du fait que l'art de gouverner se répand dans la société, et ben, en parallèle, il y a aussi le développement de le positionnement de comment ne pas être gouverné. Mais pas comment ne pas être gouverné en soi, mais comment ne pas être gouverné par eux, comment ne pas être gouverné de cette manière-là, comment ne pas être gouverné pour ce but-là. Et en fait, c'est un peu ça qu'on peut définir comme une attitude critique, comme un peu le début de la pensée critique et donc de l'Aufklärung. Donc on peut définir l'attitude critique comme se donner le droit d'interroger la vérité sur ses effets de pouvoir et le pouvoir sur ses discours de vérité. Un peu comme les deux autres séances aussi du séminaire, je voulais vous partager une citation. Donc cette fois-ci, c'est une citation de Qu'est-ce que la critique de Michel Foucault, qui parle justement de l'importance de l'histoire dans la pensée critique. Donc, je voudrais tout de suite, en abordant ce problème qui nous rend fraternels par rapport à l'école de Francfort, noter que, de toute façon, faire de l'Aufklärung la question centrale, cela veut dire à coup sûr un certain nombre de choses. Cela veut dire d'abord que l'on s'engage dans une certaine pratique qu'on appellerait historico-philosophique, qui n'a rien à voir avec la philosophie de l'histoire et l'histoire de la philosophie, une certaine pratique historico-philosophique, et par là, je veux dire que le domaine d'expérience auquel se réfère ce travail philosophique n'en exclut aucun autre absolument. Ce n'est pas l'expérience intérieure, ce ne sont pas les structures fondamentales de la connaissance scientifique, mais ce ne sont pas non plus un ensemble de contenus historiques élaborés ailleurs, préparés par les historiens et accueillis tout fait comme des faits. Il s'agit en fait, dans cette pratique historico-philosophique, de se faire sa propre histoire, de fabriquer, comme par fiction, l'histoire qui serait traversée par la question des rapports entre les structures de rationalité qui articulent le discours vrai et les mécanismes d'assujettissement qui y sont liés. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Dominique Cardon. Donc, Dominique Cardon est sociologue à Media Lab. Enfin, il est sociologue à Sciences Po et directeur de Media Lab. Avant, tu as travaillé également au LATS, le laboratoire technique, territoire et société, également à l'HESS, tu as participé aussi à la CNIL, et tes travaux s'orientent autour d'une analyse sociologique des algorithmes, des effets aussi du numérique sur la société, et essayer de comprendre en fait le monde que les calculateurs un peu
me projeter sur notre société. Si jamais tu veux compléter cette présentation ou faire un petit je vais mot faire un sur, petit pont entre ce que tu as dit et puis bon. Carrément, Voilà. je te laisse la faire. Bon, merci d'abord pour l'invitation, c'est toujours un plaisir de faire ces choses qui sont très utiles. Hein. Donc moi, je suis prêt à toutes les démarches, mais prêt les gens de sciences dures avec les gens de sciences dites moins dures, molles, mais des articulations entre sciences sociales et informatique, etc., sont toujours très, très utiles. Alors, il faut que je fasse plusieurs traits. Peut-être faire un lien avec Foucault, la critique, etc. Donc, moi, je suis venu en terrain risqué, bon, mais en même temps, j'aime beaucoup ça, j'attends beaucoup des discussions. C'est de vous présenter un travail que font les historiens des sciences, ou bien ce qu'on appelle, alors je sais que Francesca nous est venue et a parlé dans ce séminaire de ce qu'on appelle les STS, Science Anthropology Studies, c'est exactement la chose que je vais faire avec vous, c'est-à-dire c'est d'apporter un regard avec l'œil des sciences sociales, mais avec aussi une curiosité forte pour les infrastructures techniques, les mondes techniques, pour essayer de les comprendre et de les décoder. Hein. Et donc, l'objet des STS, ce n'est pas de se mettre à l'extérieur et de dire les algorithmes, c'est méchant, c'est capitaliste. C'est de regarder qu'est-ce qu'il y a de capitaliste éventuellement. Ce n'est pas le genre de choses que je vais faire. Mais du coup, si on veut faire le lien avec Foucault, les régimes de vérité, c'est de dire, le propos là, de la recherche que je vais vous présenter, c'est effectivement de dire que dans la forme dite réseau de neurones de l'intelligence artificielle, il y a un régime de vérité spécifique. Donc, c'est d'essayer en fait de voir quel est le régime de connaissance qui est propre à la forme réseau de neurones. Alors, je vais du coup être extrêmement caricatural, c'est là que je suis en terrain très très glissant, parce que je vais vous parler d'un truc que moi je ne suis pas informaticien, donc vous connaissez mieux que moi, mais du coup, il faudrait que ça m'intéresse. Mais dans la forme d'un débat, vous allez voir, je vais opposer deux écoles, une symbolique et une connexionniste, on pourrait dire que le régime, l'IA symbolique et l'IA connexionniste, c'est deux régimes de vérité très, très différents. Et donc l'intérêt des sciences sociales, c'est justement d'aller regarder à l'intérieur de choix qui sont des débats technologiques et des débats de science. Hein, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est des débats de science qui ont leur autonomie propre et leur propriété propre. Mais derrière ces débats de science, et notamment quand on cherche à les appliquer, peut-être qu'on en discutera un petit peu, évidemment, il y a une manière de représenter la société et une manière de construire du coup des relations de pouvoir qui sont spécifiques, et que du coup les choix, c'est là que les STS sont au cœur de ces questions, et du coup le séminaire que tu organises est au cœur de ces questions, c'est qu'en réalité, une partie des choix technologiques, ils ont aussi des ramifications et des conséquences sur nos sociétés, et c'est pour ça qu'on a besoin de faire cette réalisation interdisciplinaire. Alors, je viens avec prudence, je l'ai dit, je vais vous présenter un papier que j'ai écrit il y a maintenant 3-4 ans déjà, hein, et de façon sans être spécialiste du domaine. C'est un truc qui arrive souvent, c'est qu'en fait, des fois, on fait des papiers, on ose faire des papiers parce qu'on ne connaît pas complètement le domaine, on l'apprend à toute vitesse, on interviewe les collègues, etc., qui est de faire une histoire de l'intelligence artificielle, c'est évidemment super intéressant. Alors, comme Marie m'a dit que vous n'étiez pas forcément hyper familier de l'histoire des trucs que vous faisiez, je vais vous proposer un récit qui est évidemment complètement caricatural et discutable, mais proposer un récit de cette affaire-là. Et donc, c'est un papier que j'ai écrit avec Jean-Philippe Pointet et Antoine Maquière, qui est publié dans la revue Réseau, une version française, une version anglaise. Mais je vais essayer de le caser dans une petite problématique que je voudrais là, très sociologique. Donc, je voudrais dire un mot à l'instant, puis après, je vais l'oublier, puis je retomberai sur mes pattes à la fin avec cette petite introduction. C'est pourquoi, voilà, quel est le type d'intérêt que je vais porter sur l'histoire de l'intelligence artificielle. C'est l'idée que les techniques statistiques sont des techniques de représentation de la société, et du coup, elles ont un rôle très important. Alors, moi, j'ai des petits dessins intégrés. Juste une seconde, je crois qu'on me dit sur le chat que le son n'est pas terrible. Alors, comment on peut faire soit tu parles plus fort, mais je pense que le mieux serait peut-être c'est ce qui est proposé, de mettre mon micro. ton micro et que j'éteigne celui de la salle. Tu peux chercher un Jabra quand tu vas aller chercher un micro non, mais je pense qu'avec le micro de... Attends,
Ok. J'ai rétabli le son de la salle. Peut-être restons sur le son de la salle, mais peut-être. Non. Peut-être qu'il faut, si ça ne va pas, de parler un petit peu plus fort. Oui, alors je vais parler plus fort possible, mais commencez pas au micro. Ah, il y a une caméra là-bas, mais c'est un micro. De se dire, voilà, comme une petite vignette de départ, les historiens de la statistique ont beaucoup insisté là-dessus. On a une école française, en plus, qui est vraiment très importante, qui a été développée à l'INSEE par Alain Desrosières, qui est de montrer que quand on a, au 19e siècle, en fait, c'est une histoire qui s'est jouée au 19e siècle, on a mis en place des dispositifs partout dans nos sociétés pour associer les biens et les personnes. Alors, je dis les biens et les personnes parce que je reprends des trucs d'algorithme de filtrage collaboratif, mais en fait, c'est des personnes et des objets et des pratiques, et que pour le faire, on a produit une catégorisation du monde social. Et ce travail de catégorisation, on pourrait y passer des heures, il est absolument essentiel pour les sociologues, les statisticiens, les économistes, les criminologues, les gens du marketing. C'est qu'on a besoin de décrire et de mettre sous des catégories toute une série d'entités. Alors, c'est ce qu'on fait pour le recensement, c'est ce qu'on fait pour les catégories socio-professionnelles, c'est ce qu'on fait pour l'âge, c'est ce qu'on fait pour classer les livres dans des genres. Enfin, on a besoin de nomenclature qui définissent des catégories où il y a différentes variables. Et normalement, si les catégories sont bien faites, elles ne se recouvrent pas et elles produisent un tableau qu'on peut représenter. Et ce que va faire la statistique qui va se développer au 19e siècle et qui va se développer avec Quetelet et les lois normales, c'est de faire apparaître des régularités entre les catégories. Et bon, je ne reviens pas là-dessus pour y passer des heures, parce qu'en réalité, l'idée qu'il y ait des régularités est une découverte qui va traverser nos sociétés au XIXe siècle. Le fait qu'il y ait le même nombre de crimes tous les ans, c'est complètement régulé, le nombre de crimes, alors qu'un phénomène a priori contingent. Bon, ça fait exister tout d'un coup toute une série de savoirs sur la société, des disciplines, dont la criminologie, la sociologie, l'économie et les grandes sciences sociales, vont s'appuyer sur l'idée qu'en fait, les événements n'ont pas lieu au hasard, mais qu'il y a des régularités et qu'on peut expliquer ces régularités. Mais pour le faire, elles ont besoin de mettre la société dans des catégories. Et j'insiste lourdement là-dessus. Alors, je vous prends un exemple de sociologie qui est évidemment caricatural, mais comme ça, ça donnera une image caricaturale de la sociologie. Dans ce livre immense de Pierre Bourdieu, qui s'appelle La Distinction, il produit des choses de ce type-là, et qui est exactement la manière dont on se représente la société. Donc, il y a des graphes du type belote, football, accordéon, on ne peut pas approcher, travailleurs qualifiés. Et puis en haut, vous avez whisky, tennis, ski, cadre du secteur privé. Donc, on a bien associé des personnes décrites par une catégorie professionnelle et un ensemble de pratiques. On les a associées parce qu'il y a des régularités. Alors, ça crée des stéréotypes. Juste une question du chat, je ne sais pas si qui nous dit combien en ordre de grandeur a-t-on de catégories? Est-ce que c'est de l'ordre des centaines ou est-ce que c'est plutôt de l'ordre du nombre? Alors, les catégories, là, c'est très général, il faudrait apprendre dans chaque cas, mais précisément, la compréhension qu'on a fabriquée pour se représenter la société, c'est de ne pas mettre trop de catégories. Et du coup, on vient sur le débat de l'IA, c'est que, effectivement, on va les démultiplier. Et du coup, on n'a plus un sentiment de compréhension qui nous est offert par des nomenclatures dans lesquelles on n'a pas un nombre trop important de catégories, parce que précisément, la manière dont nous représentons la société, c'est d'avoir en tête ces représentations catégorielles et du coup les liens qui associent les enfants des cadres supérieurs à la réussite scolaire, par exemple. Ça, c'est typiquement un raisonnement de la vie quotidienne dont on sait, par les travaux de sciences sociales qui ont été incorporés dans les représentations, qu'il y a une relation de régularité, même si ce n'est pas une cause absolue, déterministe et directe, mais qu'elles produisent en tout cas la manière dont on se représente la société. Je vais très vite parce que ce n'est pas le sujet, mais c'est juste pour introduire mon idée du régime de vérité. Je garde ton terme. C'est que qu'est-ce que va faire l'IA actuelle, l'IA des méthodes d'apprentissage? C'est de proposer un autre type de description de la société. Et le cœur de l'argument,
qui ne passe plus par une description catégorielle par le haut. Ces catégories, elles sont produites par des institutions, elles sont produites par les grandes institutions de la statistique, elles sont produites par des chercheurs qui les mesurent, elles sont permises par, en réalité, tous ces dispositifs d'objectivation de la société qui ont été développés par les connaissances des multiples sciences sociales. J'y ajoute le marketing, parce que le marketing, évidemment, a beaucoup réfléchi par ces questions. Et l'intuition, l'argument, on va dire, général là, de mon propos, c'est de dire que le basculement de régime, qui joue avec l'IA, c'est de dire qu'on pourrait calculer la société autrement, que par le haut avec des catégories, on pourrait la mesurer ou la représenter par le bas, avec des informations beaucoup plus granulaires sur la société. Et d'une certaine manière, mais je ne cherche pas à faire de lien déterministe, une partie de l'intérêt et du succès de ce débat-là, sur l'IA, même s'il y a beaucoup de buzz dans cette affaire, c'est précisément que cette promesse, calculée par le bas, elle épouse en fait toute une série de critiques qui sont hyper présentes dans nos sociétés à l'égard de la catégorisation statistique par le haut, ce que je viens d'évoquer. Elle nous enferme, elle nous met dans la moyenne, elle nous met dans des boîtes, elle ne comprend pas que on peut changer de catégorie, que les choses sont dynamiques, qu'on peut ne pas toujours être la même personne, qu'il y a des aspects temporels. Elle contribue finalement à créer des stéréotypes, comme l'exemple pris avec Pierre Bourdieu, et que donc les représentations de la société qui ont été faites et qui sont très très prégnantes aujourd'hui dans nos sociétés, elles ne tiennent pas compte de l'individuation, le processus d'individuation de nos sociétés. C'est qu'on ne veut pas être dans des catégories, on veut manifester des singularités. Montrer que voilà, on n'est pas dans la bonne case, on est à côté, on est plus différent, on est plus multiple. Voilà. Je ne vais pas entrer dans ce débat, mais on pourrait y dire très longtemps, mais qu'il y a quelque chose dans le changement de régime de vérité que je vais évoquer, qui vient du fait que nous avons envie d'être décrits autrement. Je dis nous, je ne sais pas qui est celui. Il y aurait quelque chose qui voudrait que les descriptions viennent autrement, et c'est là qu'on va entrer dans les technologies, que évidemment, des promesses technologiques nouvelles viennent me dire qu'il y a une autre manière de décrire la société qui passerait par le bas. Alors, je dis ça métaphoriquement et je vais entrer dans le débat. On l'appelle l'IA aujourd'hui, alors là je vais très vite parce que vous connaissez, mais je vais vous en faire l'histoire. Simplement, juste pour cadrer un peu de ce débat historique, il y a dans l'histoire de l'informatique, alors là, je ne sais pas si je parle en terrain connu ou pas connu, mais il y a dans l'histoire de l'informatique une manière assez bête mais efficace de représenter une grande partie des débats, qui est de revenir à Stanford dans les années 60 et d'opposer ces deux personnages. C'est un grand classique, c'est fait dans beaucoup d'ouvrages d'histoire des sciences et des techniques. Et en plus, bon, ils se détestaient, les labos étaient tous les deux à Stanford, ils se piquaient les chercheurs entre eux, enfin, il y a tout un réseau d'anecdotes autour d'eux. Mais John McCarthy va diriger le grand laboratoire de l'intelligence artificielle, il va fonder le terme intelligence artificielle et il va être au cœur de l'aventure de l'intelligence artificielle pendant 20 ans. Il est aussi le fondateur de l'IPS, etc. Enfin, il a une contribution très importante dans l'histoire de l'informatique. Et puis à côté, vous avez le laboratoire de Doug Engelbart. Et Engelbart, lui, il ne dit pas on va faire une intelligence artificielle, ce qui est le projet de McCarthy. Lui, il va dire on va utiliser l'informatique pour amplifier l'intelligence des humains. Il y a une question. Ouais. J'autorise la personne à parler. Edgar Charles, il y avait une question. Mais alors, il faut que tu remets son. Je le mets moi. Normalement, il va venir de la salle. Mais la personne n'a pas activé son micro. Je propose qu'on reprenne, et sinon, Edgar Charles, tu peux nous mettre la question dans le chat et puis je la dirai à haute voix. Je t'en prie. N'hésite pas. Oui. Et donc, en fait, voilà, je vais très vite parce que ce n'est pas non plus le cœur de mon affaire, mais quand on regarde les débats sur informatique et société, on a toujours deux tendances, c'est-à-dire soit l'informatique métabolise toute une série de capacités dites humaines pour en faire des objets informatiques, et donc on rend des artefacts techniques, on les rend, évidemment, intelligents. Avec les projets robots de McCarthy, ça va être le projet d'intelligence artificielle pendant très longtemps, rendre les machines intelligentes.
soit on fait ce qu'avait promis du Bendelbach, c'est qu'en fait, on fabrique des environnements sociotechniques dans lesquels les machines aident à rendre les individus qui ont des enregistrés avec rapidité. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire de l'Internet, etc. Il est au cœur de l'histoire d'Internet. Il est au cœur de l'histoire de l'informatique personnelle. Il va être inventeur du lien hypertexte, de la souris d'ordinateur, de beaucoup de choses qui vont définir l'ordinateur personnel. Donc moi, j'ai l'habitude de dire, quand je présente ce propos, de dire, jusqu'à présent, c'est toujours Engelbart qui a gagné dans ce débat, qui, lui, voit un couplage entre l'artefact et la société et ne voit pas des artefacts qui sont devenus des entités à prétention intelligente. Alors, ce débat est en partie celui d'IA en réalité. C'est qu'on a, là je n'ai pas besoin de le faire, mais on a tout ce buzz autour de l'IA et on a, alors, vous êtes jeune là, vous n'avez pas la même histoire, mais quand on a vu réapparaître en 2000, compliqué à dater, mais je pense que c'est 2016 à peu près, dans le débat public, 2015-2016. Quand on a vu réapparaître le milliard, on a beaucoup très surpris. C'est issu des vieux chercheurs des labos d'informatique qui pensaient qu'on allait enterrer le truc dans les années 90, 2000. C'était fini, qu'on allait arriver avec ce truc, qui était très encombrant, comme une sorte de sparadrap gênant en réalité. Et puis tout d'un coup, c'est revenu. Et c'est revenu avec l'imaginaire de l'entité autonome. C'est revenu en partie avec l'imaginaire du robot, qui est celui de McCarthy, de l'entité autonome. Alors, vous savez, vous ici, que ce n'est pas du tout ce qui se passe. En réalité, l'histoire de l'entité autonome, réfléchissante, à conscience, etc., on n'a pas avancé d'un pouce dans ce domaine-là. Mais que le truc qui fonctionne de façon forte et massive, c'est l'histoire de l'apprentissage automatique à partir de données. Et si on y réfléchit un instant, l'apprentissage automatique à partir de données, c'est très Engelbart, parce qu'on va articuler des données produites par la société avec des objectifs qui sont produits par la société. J'ai aussi discuté avec Paola le rôle des humains, comme en fait, les humains produisent des traces et des bons signaux pour qu'ensuite le modèle apprenne. Donc, on n'a pas du tout une entité artificielle qui soit autonome. En réalité, elle est complètement scotchée, accrochée de 1000 pièces à la société. Ah oui, j'avais dit ça dans les slides. Ah, peut-être que oui. Je suis mes slides qui ne sont pas dans le bonheur, mais... Et cette bascule voilà, dans le monde de l'IA, elle va jouer dans les années 2015, et là on est en 2012, elle commence plutôt dans l'univers scientifique, elle va jouer autour des réseaux de neurones, et elle va jouer de façon très très forte et frontale. Donc là je parle à vos communautés, vous connaissez cette histoire, c'est toujours très très frappant, en tout cas d'en faire un récit d'histoire de sociologue des sciences. Les gens de computer vision faisaient des modèles préalables et donc apprenaient à leur machine à identifier des formes, des objets à partir de pattern recognition qui étaient en fait des règles qu'on donnait au système préalablement. Vous connaissez l'histoire, donc c'est bien de la raconter. Hinton arrive, il ne vient même pas au colloque. Donc c'est vraiment, alors, moi quand je raconte ça, les étudiants, des gens de sciences sociales, ils sont toujours frappés. Il ne vient pas au colloque, il envoie le stagiaire, il discute ça. Et le récit du colloque fait par un informaticien présent, c'est ça. Donc le colloque, c'est un challenge pour faire un taux d'erreur le plus faible possible autour des images, qui est le grand challenge sur l'image. Alors, à la compétition 2012, qui débarque, c'est Hinton et c'est le CIS. Il ne connaît rien au domaine de la vision par ordinateur. Il prend 2 petits gars pour tout faire sauter. Un qu'il a enfermé dans une boîte et il lui a dit « tu ne sors pas tant que ça ne marche pas », il fait tourner des machines dedans, un truc de machinerie complètement dingue. Bon, mais là, je pense que ça vous parle d'entendre là. Voilà. Le number 1 était à 27,3 d'erreur, le number 2 à 27,18, le number 3 à 27,68. Hinton, il envoie son mec sorti de nulle part. On a fait tourner un gros dip, on est à 17. Il met 10 points à tout le monde. Comme ça, le jeune geek, il arrive, il annonce le résultat. La salle bondée a craqué. Il ne comprend rien à rien. Puis, évidemment, essentiel. Genre, il a 17 ans. Il ne sait pas pourquoi ces trucs-là sont là. Lui, il est enfermé dans sa boîte. Il ne connaissait rien au domaine. Et tu as tous les grands Manitou
du computer vision qui essaie de réagir. Les mecs étaient tous par terre parce que grosso modo, ça foutait en l'air 10 ans d'intelligence, de tuning, de sophistication. C'est des gens qui sont quand même dans cette idée qu'il faut comprendre. Il faut savoir expliquer pourquoi on met les branches comme ça, et qu'on raisonne comme ça, et qu'on avance comme ça, et qu'il faut toute cette intelligence des features. Le features engineering était absolument central dans le computer vision préalable de cette époque, qui va avec et qui aide à dire que l'on comprend parfaitement ce que l'on fait. Est-ce qu'on sait pourquoi c'est là? Et le mec, il arrive avec une grosse boîte noire de deep learning, il y a 100 millions de paramètres dedans, il a entraîné tout ça, il expose tout le domaine. Il y a Yann Lequin qui est au fond de la salle, qui vient défendre, etc. Bon, je ne peux pas, mais c'est des scènes formidables, ça. Enfin, c'est bon, le récit est comme ça. C'est pas toujours que la science, comme ça, fasse des ruptures de paradigme, mais il y a quelque chose qui bouge. Voilà. Il y a quelque chose qui bouge. Une technique va tout d'un coup déplacer les modes de questionnement. Ça ne veut pas dire qu'elle les invalide du tout, mais qui étaient les modes de questionnement qui avaient été mis en place pendant 20 ans. Et c'est au cœur, en fait, de l'histoire de l'IA. Et du coup, c'est ça que je voudrais essayer de vous raconter, parce qu'en réalité, ce déplacement, il est complètement central dans cette histoire. Alors, l'histoire classique, telle qu'on la raconte classiquement, c'est l'IA est née en 56. Hein, vous connaissez ça, à Dartmouth, McCarthy et Minsky en sont les papes. L'IA fonctionne en mode printemps-hiver, on va dire. Hein, donc, il y a une grande vague dans les années 60, puis ça redescend complètement, puis il y a une nouvelle grande vague, puis ça redescend, et puis il y a une troisième grande vague. Alors, c'est là que interviennent les sciences sociales, ou les STS. C'est-à-dire, cette histoire, en fait, elle ne raconte pas bien. Elle ne raconte pas bien l'histoire de l'IA. Donc, je ne vais pas vous proposer une histoire alternative, une contre-histoire, mais un petit peu quand même. C'est de vous dire que ce qu'elle rate dans cette idée qu'on essaye, ça ne marche pas, on réessaye, ça ne marche pas, et là, on avait cru qu'on arrêtait, puis ça revient, ne comprend pas qu'en réalité, à l'intérieur, comme vient de le montrer l'exemple que j'ai pris, Nicolas de Computer Vision, il y a eu un changement de paradigme. Il y a eu un changement de paradigme massif. Et évidemment, ce changement de paradigme, il est assez passionnant à étudier. C'est qu'est-ce qui est en jeu, en réalité, dans la conception d'une machine intelligente dans le système. Alors, le papier qu'on a construit avec Jean-Philippe Cointet et Antoine Mazière, c'est de regarder les catégories qu'utilisent les chercheurs dans le domaine. Et là, il n'y a pas besoin, nous on a quelques copains informaticiens, etc. C'est facile de voir que connexionnisme symbolique, c'est des mots qui en parlent toujours. C'est des mots qui ont toujours du sens, qui sont toujours polémiques. Et pour raconter une anecdote, donc, quand on a publié notre papier, Yann Lequin nous a fait des retours, il a corrigé des erreurs de prénom, etc. Mais il était plutôt content de faire le papier, il l'a tweeté évidemment. Et du coup, il y a Gary Marcus qui est intervenu pour dire mais c'est faux, etc. Et ils sont partis dans une querelle connexionniste symbolique. Et donc cette querelle, en fait, elle a du sens à l'intérieur même de l'espace scientifique de l'IA, et elle donne deux projets intellectuels qui sont différents, qui sont compliqués à résumer, et que du coup, je caricature complètement, mais cette caricature ne tient pas compte du fait que c'est plus compliqué, qu'il y a d'autres écoles, qu'il y a des croisements, qu'il y a des hybridations, mais elle tient quelque chose qui est suffisant pour un historien des sciences un peu léger comme moi, c'est-à-dire elle permet de voir la tension, le point de tension. Et donc ce point de tension, il est là, il a toujours été là dans l'histoire, et évidemment, il est organisateur d'une partie des enjeux de l'IA, d'une petite partie des enjeux de l'IA, mais quand même d'une partie forte des enjeux de l'IA. Quand la machine raisonne, elle fait de la logique. Elle fait vraiment de la logique, et elle représente symboliquement des entités dont elle parvient à faire sens pour obtenir des systèmes de raisonnement qui soient des raisonnements logiques. Et donc, l'histoire de l'IA est accrochée à cette idée symbolique. C'est la machine doit pouvoir raisonner, et on doit pouvoir implémenter toute une série d'heuristiques qui vont reproduire des formes symboliques et logiques du raisonnement de l'IA. Ça a été complètement décisif dans l'histoire de l'IA, et l'air de rien, ça donne des résultats, mais ça n'a pas produit les attentes qu'on pouvait espérer. J'essaie d'être super diplomate dans cette affaire. Et puis, vous avez un autre courant, et qui s'est toujours détaché, qui s'est toujours existé en opposition, qui dit arrêtons d'imaginer que la machine fait ça. Alors, on va enlever cette histoire de la logique, mais on va essayer de faire des appréciations de très très bas niveau, et dans lesquelles on va distribuer de l'intelligence de façon non linéaire, ça va être un peu oscillant, les paramètres vont être très bas, et on va faire exister des, je ne sais pas comment les appeler, des patterns, des morceaux de distribuer de l'intelligence pour arriver à engrammer, comme ça,
quelque chose qu'on aurait pu appeler un modèle logique avec une sorte d'équation bien organisée. Je vais très vite, je vais revenir un instant après dans l'histoire. Et donc, ce qu'on a fait dans le papier, c'est qu'on a pris le Web of Science, qui permet d'avoir tous les articles scientifiques, à partir de mots-clés. Ça peut être discuté, mais c'est à peu près robuste. On traverse robuste à moitié. Hein, mais on a codé, est-ce qu'ils sont plutôt connexionnistes, est-ce qu'ils sont plutôt symboliques, à partir de toute une gamme de chercheurs importants du domaine dans l'histoire. Et on voit bien apparaître une division dans ce domaine. Et surtout, alors ça va être le point d'appui de ma démonstration, en réalité, on a regardé les publications scientifiques sur un temps très très long, avec ce codage, est-ce qu'ils sont plutôt connexionnistes ou est-ce qu'ils sont plutôt symboliques dans cette affaire. Et on a une frise qui est de ce type-là. Elle est très belle, cette frise. Du coup, elle est sans doute un peu trop belle, hein, mais elle est très très belle dans son affaire parce qu'elle dit quelque chose sur lequel je vais revenir par étapes. Elle dit qu'en réalité, le monde de l'informatique a été connexionniste jusqu'en 1956, naissance de l'IA. Il va être symbolique jusque dans les années 95, les deux grandes vagues de l'IA montrées sur la courbe classique. Et ce qu'on voit réapparaître depuis les années 2010, c'est des publications qui sont massivement connexionnistes. Donc si on regarde classique en sciences des citations scientifiques, en réalité, c'est de regarder le volume et l'orientation de la science et de voir ce décalage. Ce qui veut dire que par rapport à la courbe de tout à l'heure, la sinusoïde, la troisième vague est le retour, et ça beaucoup de gens le disent maintenant, hein, c'est constamment dit, c'est le retour d'un vieux truc de la cybernétique connextionniste. Alors, je ne sais pas si voilà, c'est cette histoire que je vais vous raconter. La mort et la résurrection, je pourrais dire. On a appelé le papier la revanche des neurones. Et donc, c'est de revenir au moment connexionniste, alors qu'évidemment, de l'histoire un peu enfouie, qui n'est pas simplement de l'informatique, c'est-à-dire que la cybernétique a engagé plein de... Elle constitue un espace disciplinaire extrêmement varié dans lequel il y avait des anthropologues, il y avait des biologistes, il y avait des neurosciences, il y avait des proto-informaticiens, ça ne fait pas comme ça à l'époque, il y avait des matheux aussi. Autour de Norbert Wiener, il y a plein d'intuitions, d'idées qui ont germé dans ce modèle, dont le cœur est l'idée de faire des automates adaptatifs. C'est d'avoir une connexion entre l'automate et le monde pour ajuster la prédiction faite par l'automate à l'erreur, à l'écart par rapport à la réponse du monde à sa prédiction et de reboucler cette erreur dans le système pour la revérifier. Et que sous l'inspiration des neurosciences de l'époque, et notamment de ces proto-connaissances que l'on commençait à avoir de l'organisation neuronale, de la, je sais pas quoi dire, de la pensée, en tout cas de cette idée simple que ça spike, quand ça spike plusieurs fois sur le même tissu de neurones, ça engramme quelque chose qui est de l'information qui est retenue. Et sous cette inspiration, McCulloch et Pitts vont écrire un papier qui est central, en fait, hein, et qui, même à l'époque, la cybernétique a joué un rôle central. Logical calculus of the ideas in an anti-nervous activity, et ils vont produire ça. Hein, voilà. Donc, l'idée qu'on peut formaliser très simplement, en réalité, ce qu'ils vont faire, quelque chose qui leur a été inspiré métaphoriquement. Donc, on est dans le domaine des analogies, on n'est pas dans le domaine de l'imitation directe, mais formaliser quelque chose dans lequel des données multipliées par un paramètre vont sur une fonction de seuil qui va passer le signal au suivant ou ne pas passer le signal au suivant. Le papier a fait l'objet d'une discussion qui est absolument considérable à l'époque, et surtout, il a fait l'objet d'une machine. Hein, et donc, c'est ça qui est fascinant dans l'histoire de la cybernétique, c'est que Frank Rosenblatt, alors maintenant, on est en train de revoir cette photo partout, on a très peu de documents, mais Frank Rosenblatt va essayer de faire une machine connextionniste pour des problèmes de reconnaissance d'images. Évidemment, les capacités de calcul informatique sont bien trop faibles, donc il faut la créer en dur, hein, et donc il va prendre je ne sais pas comment c'est construit, mais enfin, en tout cas faire passer du signal électrique pour faire bouger des automates qui ne repassent pas à leur voisin et arriver à faire un peu fonctionner le système. Il est financé par la Navy, hein, et donc en histoire de l'IA, c'est très important, il y a ceux qui sont financés par
l'armée globale et par l'ARPA, et puis il y a ceux qui sont financés par la marine, il est financé par la marine. Ça va marcher un petit peu, il va avoir un peu de notoriété à l'époque, il fait du bateau, il va avoir un accident de bateau, il va disparaître de la circulation. Et je caricature, alors évidemment c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais tout ce qui va être associé à l'idée qu'on peut faire une machine qui voit des images, qui reconnaît des images, avec un système connexionniste, comme celui du perceptron, va en fait disparaître de l'histoire de l'IA pendant longtemps. C'est là qu'il y a un intérêt, toujours pour l'historien des sciences, c'est de voir qu'en fait, il y a des paradigmes qui vont dominer, parce qu'ils ont plus de financement, parce qu'ils suscitent un attrait intellectuel plus fort, parce qu'ils ont su faire les bonnes connexions avec les bonnes promesses, mais que ce projet-là, du perceptron, va vraiment disparaître de l'histoire des sciences pendant 25 ans, et qu'il va falloir attendre. Alors, quelques-uns vont maintenir un petit peu en vie, hein, on va le voir, mais que ce qui va apparaître à partir de 1956, et de façon évidente, c'est le début de l'histoire d'un truc qu'on va vraiment appeler l'IA, qu'on ne va pas appeler automate, assistel, je ne sais quoi, comme c'était appelé dans la cybernétique. Minsky, McCarthy et les autres fondent à Dartmouth l'idée qu'on peut programmer une machine et qu'elle peut être intelligente, donc inventer ce mot d'intelligence artificielle, réinventer, ils reprennent la Turing, il y a quelques jours, dit précédemment, le terme d'intelligence artificielle, et avec eux les sciences cognitives qui sont les sciences du raisonnement, et donc de la logique, des systèmes de symboles et d'organisation des symboles pour essayer de mettre en signification des opérations, des procédures interprétatives dans des programmes d'ordinateur. C'est le programme symbolique qui se met en place. Et le programme symbolique, là encore une fois, je suis caricatural, la vraie histoire de l'IA est plus complexe, mais il passe par toute une série d'opérations, qui sont celles qui intéressent souvent les historiens des sciences. La première, c'est de dire que se positionner par rapport à la cybernétique. Et donc, tout ce que vont faire les symboliques, c'est passer leur temps à dire la cybernétique, ça n'a aucun sens. C'est un truc comportementaliste, adaptatif, peu mathématique, assez idiot, et puis en plus, ça ne marche pas. Et donc, il y a un livre très célèbre, un livre qui a vraiment eu un effet sur les sciences, écrit par Minsky, qui lui-même, dans sa jeunesse, en thèse, il avait fait des réseaux de neurones, Perceptron, qui est de montrer qu'il y a une fonction logique que ne prennent pas en compte les réseaux de neurones monocouches. Donc, évidemment, c'est assez facile à régler, le problème de Minsky. Mais l'article devenu livre en 69, attaché à Paper, mais l'article date de 57, il sert à dire on va orienter la recherche autre part. La voie, c'est pas de faire ces automates un peu simplets qui nous étaient proposés par Rosenblatt et la cybernétique, c'est de partir sur un grand programme de sciences, de mathématiques, de logique, de connaissances, de liens avec les sciences cognitives. Et ça, avec ça, on va faire l'IA. Et donc l'IA est née de ça. Elle a incorporé ce projet symbolique. Elle a aussi incorporé cet imaginaire symbolique. Alors on pourrait complètement de choses, mais Minsky, c'est toujours ce que je raconte, c'est le truc le plus fascinant parce que je pense que c'est vraiment au cœur en fait, des débats de représentation contemporaine. Il a été le conseiller scientifique de Stanley Kubrick sur 2001. Donc on voit bien que l'imaginaire du robot, de la machine intelligente, de la conscience de HAL qui va débrancher, etc., bon, tout cet imaginaire dans lequel la machine a une sorte d'autonomie de réflexion, de pensée qu'elle se donne à elle-même ses propres objectifs, et qu'éventuellement elle se donne à elle-même ses propres objectifs parce qu'elle a développé une sorte de métaconscience morale qui désignerait quels sont les objectifs qui sont supérieurs aux autres. Donc tout l'imaginaire qui va être associé à l'IA apparaît du projet symbolique et est en fait extrêmement nourri par les chercheurs de l'époque. Qui a contribué énormément à cette affaire-là. Et puis il a contribué, alors ça c'est des trucs que les sciences sociales adorent, il a contribué aussi à faire ce que font toujours les chercheurs. Je pense que les chercheurs sont rigoureux, sérieux, etc. Les chercheurs, quand ils veulent des financements, ils bluffent. Voilà, ils bluffent. Et l'IA a toujours bluffé, et l'IA passe son temps. C'est vraiment systématique. Donc il y a des déclarations de Minsky, de McCarthy, mais de tous, de toute la bande de l'IA des années 60. Ils font tous la même promesse. Dans 3 à 6 ans, vous allez voir, on a une machine qui fait Shakespeare, qui fait etc. Bon, on a ça aujourd'hui dans le discours sur l'IA. On promet au marché et aussi à l'opinion publique qui évidemment s'accroche à ça. Et puis s'accroche pour dire c'est formidable, mais s'accroche pour dire c'est absolument abominable. Mais le discours de la promesse l'accompagne complètement les projets
de l'IA. Bon, il dit ça en 70, évidemment, je ne veux pas le tableau, mais vous voyez le truc, ça naît en 56, l'ARPA fonce, finance extrêmement fort les choses. Vraiment, les militaires ont financé la première vague de l'IA parce qu'ils pensaient, et parce que les chercheurs leur disaient qu'ils allaient avoir des robots tueurs, qu'ils allaient traduire le russe de façon immédiate et automatique, et toute une série de choses qui, évidemment, ne ressemblaient pas beaucoup. Et quand les militaires arrivaient dans les laboratoires, ils voyaient chaud d'eau. Un truc magnifique de mathématiques, du projet de Vinograd. Vinograd est intéressant parce qu'il va devenir un grand critique de l'IA par la suite. Mais ils voyaient des opérations dans lesquelles effectivement la machine savait prendre des décisions dans des univers d'incertitude sur des instructions qui étaient assez lâches. Mais on était très très loin de quelque chose d'opérationnel dans ces systèmes, et du coup on a à chaque fois ces vagues, hein. Du coup on promet, les gens y viennent, les médias viennent, l'imaginaire de science-fiction vient traiter dessus, et puis on réalise que non, c'est pas pour tout de suite, c'est plus compliqué, les financements s'en vont, les médias s'en vont, hein, et on attend la prochaine affaire. La deuxième vague de l'IA, je ne sais pas si j'ai besoin de passer beaucoup de temps, mais c'est une relance du même projet, mais avec une grosse révision, qui vient dans les années 80, qui prend le nom de système expert, hein, et qui va être très, très, vraiment, la bonne informatique, c'est vraiment très structurant sur plein de domaines, et il y a des domaines qui, encore dans les années 2000, sont toujours, et même aujourd'hui, sont encore liés au questionnement sur le système expert. Et le système expert, il essaie de faire une petite greffe, hein, par rapport à la première vague de l'IA qui était symbolique, qui était de dire qu'on peut simplement, avec des fonctions logiques, essayer de programmer le raisonnement. C'est de dire, en fait, pour programmer le raisonnement, il faut trouver des bases de données externes. Donc, on refait cette connexion entre société et automate, hein, et on va demander à toute une série d'experts de faire des règles, hein, if-then, beaucoup fait, par exemple, dans le domaine de la médecine, du diagnostic. On va rentrer des bases de connaissances. Ces bases de connaissances sont les extraits de la société, l'univers métier professionnel qu'on peut faire. Et puis on donne ces règles à des systèmes qui vont trouver les bonnes manières d'agencer le raisonnement à l'intérieur de ces connaissances. On raisonne toujours, on fait toujours de la logique et on apporte des symboles qui sont mis en catégorie à travers les règles et les if-then qu'on va leur apporter. Même chose, grande promesse, médias, financement est plus privé et moins militaire dans la deuxième vague. Et avec des fois, bon, alors, je parle avec prudence, parce que je suis dans le monde, etc., mais des trucs, bon, l'ENA existe toujours, des cathédrales, une usine à gaz de représentation complexe de la pensée, du raisonnement, de l'action, etc. Donc ça, c'est vraiment, on pourrait dire, c'est la cathédrale de l'organisation des savoirs et des domaines. C'est vraiment typiquement symbolique. Voilà, c'est typiquement symbolique. Alors, c'est là que, dans ma présentation, je suis cruel. Et, bon, ça n'a jamais vraiment marché. Ça donne des trucs. Localement, ça produit des choses. Mais en réalité, il y a quelque chose qui ne marche pas à vouloir expliciter des règles de raisonnement dans une machine et arriver à retrouver une machine qui reproduit des règles de raisonnement qui auraient été plus ou moins données par les chercheurs ou qu'elle aurait éventuellement définies par elle-même à partir de bases de connaissances préalables. Ça ne marche pas. En réalité, toute l'histoire de l'IA discute avec la philosophie et les sciences sociales depuis les années 56, depuis sa naissance. Donc c'est toujours fascinant de voir ce dialogue, parce qu'évidemment, les philosophes se sont emparés de la chose. Est-ce qu'une machine peut raisonner? C'est trop beau quand tu raconter ce que faire. Et avec évidemment un discours qui est parfois extrêmement critique dans ce domaine, parfois trop critique, hein, mais aussi parfois faisant apparaître des problèmes assez fondamentaux dans le projet symbolique de l'IA. Alors le livre le plus célèbre, il y en a vraiment énormément, et peut-être pas le meilleur d'ailleurs, hein, c'est le livre d'Heideggerien, en fait, d'Hubert Dreyfus, à qui la RAND, c'est le paradoxe, va commander un rapport. Donc les chercheurs au MIT, l'INSEE, est furieux, parce que évidemment, pourquoi avoir la RAND, qui finance et qui soutient les projets de développement technologique, a demandé à un philosophe heideggerien de faire une évaluation des projets de l'IA. Évidemment, ça va être brutal, ça va être très très brutal. Et son argument, c'est de dire qu'en fait, le raisonnement n'obéit pas à des règles explicites.
Il obéit peu à des règles. Les circonstances dans lesquelles nous utilisons des règles explicites pour raisonner sont en fait très rares. La plupart du temps, les règles sont, d'abord, il y a d'autres critiques, mais bref, je vais le faire un peu, disent qu'il y a un corps qui est présent, il y a un corps en situation, et évidemment, un corps va percevoir, avoir des affects, etc., et que ça va beaucoup jouer sur les capacités de raisonnement. Il y a des effets de contexte, hein, et en réalité, pour traiter le même problème dans deux contextes différents, on peut utiliser des heuristiques qui sont absolument différents. Ce n'est pas la même règle pour régler le même problème. Il y a le contexte peut modifier complètement le choix de l'heuristique qu'on va choisir. Et puis, évidemment, il y a plein de choses qui sont implicites et qui ne sont pas explicitables, hein, ou qui sont peu explicitables. Je dis peu explicitables parce que d'une certaine manière, ce qu'essaie de faire les réseaux de neurones à cause de base de données, c'est d'aller trouver des choses non implicites et de les mettre en forme. Mais je vais vite dans mon histoire. On peut la conclure bêtement, c'est-à-dire que dans les années 90, il faut arrêter de faire un truc qui ne marche pas. Hein. Les choses sont très très claires. Et dans les labos d'informatique, on a changé le monde. On continue à faire du web sémantique, des choses qui sont plus ou moins liées à l'IA symbolique ou au grand projet de l'IA symbolique, qui a donné beaucoup de résultats importants pour l'informatique. Vraiment, c'est pas le point. Mais on l'a fait plus intelligence artificielle parce qu'on sait que d'une certaine manière, ce programme est trop fort par rapport, cette promesse est trop forte par rapport à la réalisation qui sont faites, mais qui ont des ramifications intéressantes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on arrête ce projet-là, mais ça repart. Hein, et donc, c'est quand même le point central de ce débat. Peut-être juste avant, on a une question. Désolé. On a une question qui vous pose la question suivante. Que pensez-vous de l'approche de Jacques Pittra qui suggère d'avoir des méta-règles pour piloter le raisonnement automatique? Bon, alors je ne connais pas l'approche. Je suis très prudent. Hein, vous voyez, en fait, je suis très imprudent dans ma présentation. Je caricature des positions. Mais si on met des méta-règles sur les règles, en fait, on met toujours des règles. Donc, mais encore une fois, le récit que je fais tend à donner des valeurs positives ou négatives à un courant ou à l'autre. En réalité, les deux courants, c'est une des règles des STS, traiter de façon symétrique ceux qui ont gagné et ceux qui ont perdu dans une controverse partagée. Et donc, et par ailleurs, je ne pense pas du tout que le courant symbolique est perdu. On est actuellement dans une conjoncture dans laquelle le courant connexionniste est revenu très fort. Mais je ne pourrais pas répondre pour Jacques Pittra. J'ai entendu ce nom, mais je ne sais pas ce que. Alors, et c'est là que l'histoire est quand même passionnante. Voilà. Tous les gens que j'ai été interviewés, les informaticiens qui étaient interviewés pour me raconter cette histoire, hein, enfin tous, 3 d'entre eux, en arrivant dans leur labo, la première chose qu'ils m'ont dit, et alors parfois en devant monter sur des tabourets pour aller chercher très haut dans une étagère, les 3 m'ont sorti ces 2 livres. Hein, si tu veux comprendre, c'est là. Ça joue dans les années 90. Il y a un mouvement de réflexion autour des systèmes complexes en fait à l'origine, qui va refaire quelque chose du projet en fait de la cybernétique des années 50, qui est de réfléchir dans des disciplines extrêmement variées, et notamment neurosciences, informatiques, mathématiques, hein, et qui vont se mettre à cogiter. C'est un peu tout fou leur truc, hein, quand on les fait. C'est très impressionnant parce que là on voit ça produit des idées. Et ce groupe PDP, qu'on appelle PDP, Parallel Distributed Processing, est en train de réhabiliter ou de se dire mais pourquoi on a abandonné le projet que je vous ai montré tout à l'heure, de McCulloch et Pitts, repris par les personnes de Frank Rosenblatt, pourquoi on a laissé tomber ça? Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire revivre autour de l'idée d'un système qui ne cherche pas à faire de la logique et du raisonnement, mais qui essaye de faire revivre ce projet? Et beaucoup vont contribuer à cette affaire, mais évidemment, Hinton va jouer un rôle important dans cette affaire. Bon, après, là, vous connaissez l'histoire. Qui est... Alors moi, je ne sais jamais comment la raconter. On peut faire des sortes d'effets anecdotiques hein, dans l'affaire, et eux se prêtent beaucoup à l'anecdote. Hein. Quand ils ont reçu, je vous invite à regarder les discours qu'ils ont faits en recevant un Turing Prize, c'est de raconter on sort de nulle part.
Hein. Vous nous donnez le prix le plus prestigieux de l'informatique, mais en réalité, on vient de nulle part, on a été méprisé, on a été refusé dans les conférences, nos papiers n'étaient pas lus, on n'était pas sérieux, nos maths n'étaient pas belles, elles étaient vraiment tous les trucs de geek, mais vraiment, c'était pas élégant du tout, c'était pas sérieux. Ils ont, dans les années 90, remis en place le modèle des réseaux de neurones de Rosenblatt, et avec un débat, alors je connaissais ça mieux que moi, mais un débat où, à une période où les SVM étaient la technique dominante, et eux étaient très hostiles au SVM, c'est pour ça qu'ils sont profonds. Hein. Et évidemment, avec du coup des débats de mathématiques avec les gens sérieux qui pensaient qu'eux n'étaient pas sérieux dans ces affaires. Et du coup, avec des soutiens très rares, hein, et des soutiens du privé, c'est le cas pour Lepin, qui va aller travailler, je ne sais plus, il va faire des trucs avec la poste américaine, non, il était au Bell Labs. Au Bell Labs, oui, il a toujours été au Bell Labs, où il y avait aussi d'ailleurs monsieur SVM. Comment s'appelle monsieur SVM? Il est au Bell Labs avec monsieur. Ah, il est au Bell Labs avec monsieur. Oui, voilà. Et puis avec un soutien, vous savez, si vous regardez, c'est assez fascinant à voir à quel point les Canadiens, et surtout les Québécois, sont très très fiers de leur plat qu'il y a, parce qu'évidemment, ils ont financé, à cette époque, ils ont financé une partie de ce tout petit réseau, hein, parce qu'en réalité, ils ne sont pas beaucoup à avoir. De manière publique. Comment? De manière publique. Oui, oui, il y a des financements de recherche. Benjo avait beaucoup profité. Bon, si on fait un tout petit peu d'épistémologie, c'est vraiment intéressant de regarder qu'est-ce qu'ils disent, hein, et du coup, qu'est-ce que dit PDP, ces affaires. Alors, moi, j'ai essayé de résumer PDP, voilà, et notamment l'article de Rumelart et McLennan, qui sont vraiment l'endroit avec une tonne où ça essaye de réfléchir à qu'est-ce que fait le calcul connexionniste. Hein. Et qu'est-ce que fait le calcul connexionniste? C'est d'essayer de se donner une représentation du calcul et du coup d'une forme de raisonnement d'une machine qui ne soit pas le modèle de la logique et du raisonnement symbolique. Les unités élémentaires sont liées entre elles par un réseau de connexions. Les connaissances ne sont pas stockées, donc on n'a pas de symboles stockés, on n'a pas ces systèmes de connaissances stockées, mais elles se logent dans la force de connexion entre les unités, donc on va distribuer le système. Elles communiquent les unes les autres par un mécanisme d'activation binaire. Et alors là, il y a cette phrase que j'adore, parce que la monnaie de notre système n'est pas le symbole, mais l'excitation est. Et donc, on ne peut pas extraire le symbole pour le figer dans un système de règles où on ferait la fameuse variable catégorielle, hein, ou la signification. Les activations se font tout le temps de façon parallèle et non en suivant les étapes d'un processus. Il n'y a pas de centre de commandement central sur les flux. Ils exagèrent, hein. Évidemment, ça ne décrit pas en réalité un réseau de neurones. Une sous-routine n'engendre pas le comportement d'une autre, mais les sous-systèmes modulent le comportement d'autres sous-systèmes en produisant des contraintes qui sont factorisées dans les calculs. Donc, il y a vraiment l'idée qu'en réalité, la distribution de l'intelligence, on va dire, dans le réseau est un effet de sous-système de forces liées aux unités entre elles qui se contraignent les unes les autres. Les opérations que réalise la machine s'apparentent à un système de relaxation dans lequel le calcul procède itérativement à des approximations pour satisfaire un grand nombre de contraintes faibles. Le système doit plus être pensé comme installant une solution que comme calculant une solution. On voit le type de métadescription qu'ils essayent de donner à ce que fait ce système que vous connaissez et qui va être au cœur, en réalité, de la réémergence du modèle connexionniste. Et là, ils ont été très honnêtes, en réalité, les autres, ils ont dit, ben oui, on a repris. Hein, et donc, l'idée de la cybernétique, on nous avait sorti de l'IA, hein, on nous avait exclus. Et là, alors j'ai oublié le nom, mais il disait autrement, quelques personnes qui le faisaient. Et puis tout d'un coup, on est re-rentré. Bon, on a finalement réendossé, donc c'est assez fascinant, on a réendossé le terme d'IA parce qu'il est extrêmement populaire et qu'il a été construit par la BAM. Mais en réalité,
la technique qu'ils vont mettre en œuvre est quelque chose qui n'appartenait pas à l'histoire, en tout cas officielle, telle qu'elle a été constituée de l'IA. Bon, ben, je n'ai pas besoin à vous de raconter les réseaux de neurones, la convolution de Lequin, la rétropropagation de gradient qui est dans le PDT, l'article de Ramala. Le fait qu'on a quand même une sorte de distribution justement de ces systèmes de sous-contrainte dans les couches de neurones, c'est un des objets de recherche plus passionnants qui soit. Je vous remets une citation d'un autre chercheur, c'est pas le même, mais qui a travaillé pendant 30 ans dans le domaine. Il y a une force derrière ça. Il y a une vague qui est la vague des données, une espèce de grande vague de fond qui a tout emporté. Ça a bazardé complètement tous les courants de pensée qui étaient basés sur de la modélisation humaine, sur de la modélisation explicite. J'ai travaillé sur plusieurs domaines qui sont les domaines applicatifs, de la parole, de l'écrit, du texte, des données sociales, et chaque fois j'ai vu la même chose. Les gens ont imaginé pendant une période mettre des connaissances dans leur système et ça a été balayé systématiquement. Ça fait depuis 30 ans que ça tombe, domaine par domaine, c'est comme ça. C'est un drôle de truc, tu vois, c'est la même chose que les mecs qui ont passé leur vie à croire dans un régime socialiste, puis ça s'effondre sur leur pied, un truc du même ordre. Bon, je pense qu'il y a une emphase voilà, dans le système. Mais il s'est joué quelque chose, il se joue toujours quelque chose dans ces régimes. Il y a évidemment plein de points de connexion entre les deux, dont je ne rends pas bien compte. Mais ce qui se joue dans le modèle, on va dire, de l'anecdote du colloque que j'ai raconté tout à l'heure, c'est d'enlever toutes les règles et les connaissances préalables qu'on peut incorporer dans le système. C'est end-to-end. Et donc, de passer d'un système qui est non pas agnostique, parce que évidemment, le chercheur contribue à produire plein de choses, mais ne pas mettre de règles dans le système. On connaissait sur la traduction automatique. En fait, chaque fois qu'on enlève une phrase, c'est cruel, chaque fois qu'on enlève un linguiste, ça marche mieux. Hein. C'est-à-dire d'enlever tout ce bazar qu'on avait mis de règles préalables, de connaissances, etc., de symboles dans le système pour passer dans un autre régime. C'est là que je prends mon argument. Un autre régime dans lequel on utilise des données, mais des données les plus granulaires possibles. Et la question de la granularité des données est absolument centrale. Qu'on lui met un objectif et que, bon, mais ça, vous connaissez ça mieux que moi, deux conditions nouvelles, évidemment, tout à fait centrales, c'est qu'il faut qu'il y ait une augmentation absolument incroyable de la taille des bases de données et des calculateurs, des capacités de calcul pour arriver à faire ce que Rosenblatt, évidemment, jusqu'à la période de la cybernétique, ne pouvait absolument pas réaliser. De cette manière, il y avait une impossibilité qui était liée à ça, et dans lequel, et ça vous connaissez ça si mieux que moi, mais un jour j'aimerais bien faire de la recherche là-dessus, dans lequel évidemment la question n'est plus d'introduire des règles, des scripts, des bases de connaissances préalables dans le système, mais en revanche de définir des méta-infrastructures ou des méta-règles en réalité qui sont les architectures des réseaux de neurones avec toutes les formes multiples et variées qui peuvent prendre aujourd'hui. Donc, le débat n'est plus sur les connaissances qu'on donne pour que la machine raisonne, mais sur l'organisation même d'un calcul qui va se distribuer pour produire des prédictions les plus justes possibles. Et dans ce système, on a quand même une sorte d'opposition claire entre deux définitions possibles de l'intelligence, l'intelligence d'une machine, et qui sont clairement apparentes quand on regarde les débats sur l'histoire de l'IA. Est-ce qu'elle est symbolique, rationnelle, est-ce qu'elle résonne, ou est-ce qu'elle est principalement perceptive et statistique, ce qui est le cas aujourd'hui. Alors, pour essayer de reboucler, mais je vais faire très très vite sur mon argument initial, ça a évidemment plein de conséquences. C'est-à-dire que ce paradigme qui n'est pas complètement nouveau, qui donne en histoire une tradition très ancienne, il est en train de reconfigurer les formes de représentation de la société de façon très très différente, parce qu'il ne va pas partir avec des symboles. Alors, je pense, je ne vais pas le faire très longtemps, on pourrait faire très longtemps, mais pas faire très longtemps, c'est qu'il a des propriétés différentes, et que là, si on regarde le terme que tu as dit, le régime de vérité, c'est un autre régime de vérité qui se met en place. Et il a pour composante, alors moi, c'est la chose très très centrale pour moi, c'est qu'on n'a plus des catégories qui viennent du haut, c'est qu'on va multiplier de façon la plus granulaire possible les informations sur toutes les entités. On va les rendre les plus fines possibles. Les connexions, en réalité, elles vont engrammer le mieux possible la connaissance
tant que les informations ne sont pas des grosses variables, des grosses catégories, mais quand elles sont les plus fines possibles. Alors ça, on l'a partout. Hein. Donc là, je vais prendre mon domaine de recherche, qui est le web. Netflix, aujourd'hui, je ne me même plus comme ça, hein, mais Netflix a pris les produits avec des labels, des dizaines de milliers de catégories, dans lesquelles on jette ces catégories. Là, on n'a plus besoin d'avoir une nomenclature qui vérifie. Est-ce qu'il y a une montagne? Est-ce qu'il y a un sous-rôle de purée? Est-ce que la robe de l'héroïne est rouge ou est verte? On jette tout. Hein. On jette des informations dans le système. On ne sait pas à quoi ça sert, mais on les jette, hein, pour que ça fonctionne. L'image, le son, le texte, évidemment, vont donner des informations très granulaires, puisqu'on a le pixel pour l'image. Enfin, une merveilleuse, une partie de la réussite de ces affaires sont liées au fait que c'est très normé, c'est très simple, c'est complètement granulaire, et puis ça permet d'éviter de mettre des règles autres dans cette affaire. Et puis, évidemment, le sociologue, et ce à quoi vous intéressez, ce à quoi vous voyez bien les débats sur l'IA, c'est qu'on va arrêter de définir les individus par des catégories, mais on va essayer d'avoir le plus de variables d'informations sur les individus, qui ne sont plus vraiment des variables, qui sont juste des traces. Et donc, la chose qui va devenir déterminante, et dans laquelle l'économie numérique, là, évidemment, joue un rôle, c'est de prendre l'individu sous sa définition catégorielle, de le prendre avec des traces comportementales. Et donc, on retrouve l'orientation comportementale qui était déjà celle de la cybernétique, on pourrait dire, qui est de dire on ne va pas mettre, comme l'a beaucoup fait le marketing, la sociologie, l'économie, mettre les gens dans des groupes, hein, et donc on va les mettre par classe d'âge, par région, par profession, etc. On va essayer de personnaliser vers un seul individu, mais cet individu, on en connaît les traces de comportement. Alors j'avais dans le web, évidemment, un endroit très précis où on le voit parfaitement, mais on le voit à plein d'endroits, qui est la pub programmatique. Hein. Vous savez que la pub programmatique, en fait, elle a abandonné l'idée de savoir votre niveau de revenu, votre texte, votre phrase, etc. Les craintes qu'on a vis-à-vis du flicage publicitaire, toujours l'idée, mais en fait, en réalité, le publicitaire s'en moque complètement de savoir votre âge, votre nom, votre texte, votre profession. Il va regarder les traces de comportement sur les autres sites et il va faire un modèle pour faire une enchère automatique qui affiche la publicité qui correspond à vos traces de comportement. Ça ne marche pas très bien, hein, il faut dire. Et puis, on le voit beaucoup en recommandation. Moi, ça m'a beaucoup fasciné. Il y a beaucoup regardé les choses sur l'algorithme de YouTube, de ces choses-là. C'est qu'en réalité, le filtrage collaboratif, qui est vraiment l'ancêtre, c'est-à-dire la méthode classique de la recommandation, avait beaucoup travaillé sur les signaux que donnaient les utilisateurs comme étant des représentations. J'aime, j'aime pas. Ils avaient mis 3 étoiles, ou 5, ou 4. On prenait les notes comme des jugements portés par les individus sur les produits. Donc, ce qui apparaît aujourd'hui de façon centrale, qui est au cœur du nouveau régime de vérité, c'est de dire qu'il ne faut pas tenir compte de ce que les gens pensent, ou disent ce qu'ils pensent, ou disent ce qu'ils aiment à propos d'eux-mêmes. Hein, il faut se couper, d'une certaine manière, je caricature, c'est un peu ça. Il faut se couper des représentations qu'ont les gens à propos d'eux-mêmes et qu'elles sont fausses. Il faut aller prendre la vérité du comportement dans ce qu'ils font réellement. Les gens disent qu'ils regardent Arte, mais en réalité, ils ne regardent pas. Donc, la vérité de l'information, c'est qu'est-ce qu'ils regardent réellement. Et ça, toutes les techniques qui vont employer les machines de techniques de deep learning, comme l'algo de YouTube, longtemps, YouTube se servait de ça. Se servait de j'aime, j'aime pas. Hein. Mais aujourd'hui, il règle tout sur le watch time. Hein. Est-ce qu'on a regardé la vidéo du début à la fin? Est-ce qu'on n'a pas coupé? Est-ce qu'on ne dit pas j'aime Arcade Fire, mais en réalité, je n'ai pas regardé. Donc, s'il veut savoir, c'est ce qu'on a vraiment. Et donc là, on voit bien qu'on n'est pas en train de définir les gens par les traditionnels groupes, catégories, avec lesquels on avait fait beaucoup de modélisation, mais on essaye de les prendre autre part, avec des données les plus granulaires possibles, pour essayer de faire une prédiction, qui soit une prédiction comportementale, en tout cas quand on s'adresse à un modèle du web, et dans lequel, effectivement, il y a une certaine efficacité relative, hein, mais une efficacité des méthodes de réseau de neurones. Bon, on le voit partout, du coup, je ne vais pas le faire, je pense que c'est mieux de discuter. J'avais toujours ce petit slide de conclusion parce qu'il est toujours très intriguant. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Pentland, mais Pentland n'est peut-être pas arrivé jusqu'à vous. Mais un des théoriciens américains assez typiques, qui a fait un essai qui était très lu, en fait, très commenté, et il l'a appelé social physics. Hein. Et vraiment, Pentland, il milite de toutes parts, il milite pour cette idée de ne pas regarder ce que les gens disent, et disent à propos d'eux-mêmes et regarder ce que les gens font. Hein. C'est là qu'est la nouvelle information.
Et c'est là, en réalité, que les techniques d'apprentissage, et notamment à base de réseaux de neurones, vont produire les meilleurs résultats avec énormément de données quand les données sont comportementales et qu'elles sont les plus granulaires possibles, donc elles sont passées en dessous de la catégorie. Pour le faire, social physique, et c'est un clin d'œil évidemment direct à Ketley. Ketley, c'est un inventeur de la statistique et de la loi normale, à la physique sociale. Mais on voit bien que Ketley travaillait sur des mesures avec des variables et des catégories très classiques, et que là, on a quelque chose qui est passé sur des données complètement granulaires et distribuées. Voilà, je m'arrête là. Je ne sais pas si j'étais complètement clair et rebouclé dans mon introduction. Mais peut-être pour dire que voilà, moi, ce qui me semble être au cœur d'une compréhension des enjeux qu'il y a aujourd'hui, c'est de bien comprendre ce programme. Voilà, en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse dans ce programme, c'est d'essayer de dire aux individus, on va pouvoir personnaliser pour faire des prédictions qui vont être plus ajustées à chacun d'entre vous, parce que vous le réclamez, vous réclamez cette singularisation. C'est quelque chose dans nos sociétés qui le demande. Et que pour ça, on a dû déplacer les techniques de calcul classiques qu'on employait en statistique vers ces nouvelles techniques prédictives qu'on va mettre en place avec les méthodes d'apprentissage à neurones profonds, qui sont la manière, pas la seule, en réalité, on peut très bien employer d'autres techniques, mais il y a une des manières de produire des prédictions qui seront adaptées à ce nouveau régime vérifié. Voilà. Merci beaucoup. J'ai dépassé le temps. On peut dire. Merci. Je ne sais pas s'il y a une question dans le chat, mais peut-être, je ne sais pas s'il y a des questions aussi ici. Moi, je me demandais pour quels usages on va utiliser tout ça. Parce que pour l'instant, vous dites que c'est pour la publicité ciblée, par exemple. Mais est-ce qu'il y a d'autres usages qui servent de cette... Pour les méthodes d'apprentissage profondes de neurones, toute la traduction automatique est en neurones, à peu près toute la vision est maintenant basculée en neurones, donc ça devient absolument essentiel à beaucoup de choses, sachant que ça ne remplit pas toute une série de promesses, notamment de raisonnement en situation complexe et d'incertitude, dans lequel on doit scripter. On doit revenir sur des techniques qui sont plus symboliques. Mais lorsqu'on a détecté, percevoir, dans des environnements où on a beaucoup de données, les techniques d'apprentissage à base de réseaux de neurones sont quand même en train de devenir très centrales et essentielles. Mais là, je pense que je connais mieux comment fournir. Après, je sais peut-être que ta question portait sur cette nouvelle manière de prendre des données, de prendre plutôt des données granulaires, comme tu disais, plutôt que des données catégorielles. Ouais. Est-ce que ta question s'appelle dessus Dans les études qui auraient des... c'est vrai qu'une partie du buzz de l'IA, c'est de dire, moi je suis toujours surpris, c'est de dire on fait de l'IA alors qu'en réalité on fait du data mining avec des systèmes statistiques extrêmement simples. Ça, c'est comme la farce. Alors, c'est vrai que le décalage entre ce qui est dit et ce qui est réalisé est absolument est très grand. Et qu'évidemment, la contrainte de ces systèmes-là, c'est qu'il faut qu'on ait quand même des données vraiment granulaires et extrêmement nombreuses. Moi, je travaille plus sur les questions des techniques du web. Alors, dans le web, ça marche bien. La recommandation musicale, par exemple, est vraiment bien parce qu'on donne plein de signaux. Mais c'est vrai que quand on... Et pourquoi ça marche en recommandation musicale? Parce que les morceaux sont dominés. Et que du coup, chaque fois qu'on clique, au lieu de skipper, on donne une info à la méthode d'apprentissage qui est donnée. Et quand un assureur dit, moi, je vais faire du réseau de neurones sur des bases de données d'accidents, où en réalité, il y a un sinistre tous les 4 ans, bon, ça ne marche pas du tout. Donc là, il vaut mieux faire des techniques très classiques de modèle. Donc c'est là qu'il y a effectivement une ambiguïté entre la partie, le numérique, parce qu'on produit ces traces comportementales, peut mettre en œuvre réellement ces techniques-là, et des bases de données qui sont souvent beaucoup plus conventionnelles et qui n'ont pas la granularité. Alors,
Il y a je crois qu'il y a pas mal de questions dans le chat. Mais je vais juste, parce que j'avais quand même une question en relation avec celle que tu viens de faire, du coup j'en profite et après je transmettrai les questions du chat, qui était plutôt sur, parce que c'est assez impressionnant l'histoire que tu racontes avec ce moment en plus, cette anecdote, cette singularité de tout d'un coup il y a quelqu'un qui débarque qui ne connaît rien et tout d'un coup il met 10% dans la tête de tout le monde. Mais là, du coup, dans ce cadre-là, c'était sur des données qui concernaient de l'image. Et je voulais savoir si, dans l'histoire de l'intelligence artificielle, est-ce que, du coup, ce nouveau regain autour du deep learning, etc., est-ce qu'on a observé des singularités pareilles, mais sur des données qui sont plutôt des données sur des humains, des données Ah oui, tu veux dire Tu vois ce que je veux de dire voir un basculement. Bon, alors, moi, je raconte toujours à mes collègues de scientifiques aujourd'hui que les sciences sérieuses, en fait, eux, je vais être vraiment sérieux parce qu'il peut y avoir des événements scientifiques qui font qu'on réoriente toute la communauté. Alors que nous, il faut rester dans la même école de pensée, rien ne nous ébranle. Mais sur les données sur des humains, la spécificité en fait de ce qui s'est passé en informatique, c'est que chacune des communautés, elle a des challenges autour d'une base de données qui a été constituée. En réalité, ce qu'a fait Edison, il ne peut pas le faire sans que il fait ImageNet, fait à la mort. C'est parce qu'ils ont constitué ImageNet, qui est la base de données après, à partir duquel ils faisaient leur compétition à l'époque, qui a permis de faire la chose. Dans les sciences sociales, c'est plus compliqué. Il y a eu une expérience qui est très, très originale. C'est un papier qui est, j'espère bien le résumé, qui a été fait à Princeton, qui a été lancé par Salganic à Princeton, mais auquel ont contribué 60 chercheurs à peu près, qui est de prendre une enquête américaine, qui est une enquête incroyable. Alors, je ne sais plus exactement comment elle est constituée, mais dans laquelle on interroge les mêmes enfants pendant 20 ans, avec des questions mais très très longues, le questionnaire est très très long sur la famille, l'école, le travail, etc. Et donc on a des bases de données extrêmement fortes. Et donc il a donné ce jeu de données à plein d'équipes de stateux. Il leur a dit essayez de faire un bon modèle de prédiction de la réussite scolaire ou de la réussite sociale, etc. Et le constat de Coty est extrêmement violent. Coty dit personne n'arrive à faire. On n'apporte pas par rapport à des statistiques classiques qu'on met en place, on n'apporte pas avec des modèles plus l'apprentissage, etc. On n'apporte pas de connaissances supplémentaires. Je pense que c'est une notion très importante à garder. C'est qu'en réalité, nous, les données de sciences sociales sont souvent des données de type déclarative, etc. Donc là, il n'y a aucune raison spécifique d'utiliser ça. Mais ici, en revanche, pour étudier le comportement, on a des données de traces, voilà, et donc il y a des chercheurs qui commencent à essayer d'envisager d'avoir des données de traces sur les individus. On pourrait essayer de percevoir les individus autre part que ce qu'ils viennent déclarer dans l'enquête de CPH. Je ne suis pas très en forme, mais je trouve pas de bons exemples. Vous savez qu'il y a les assureurs ont toujours cette idée d'avoir une donnée de trace avec la conduite automobile de capteurs. Je pense qu'on peut avoir des données de déplacement et évidemment, tous les systèmes quand même de surveillance, etc., sont en train de réfléchir avec la géolocalisation et les métadonnées de communication qu'on peut obtenir. Est-ce qu'ils produisent des modèles qui arrivent de façon précise avec un taux d'erreur qui ne soit pas trop fort? Parce que quand même, là, on est quand même les statistiques où les taux d'erreur sont importants. À déterminer des choses depuis ces traces, c'est une sorte de promesse qui nous est faite par les gens de l'ISAPAT, ils disent toujours. Je n'ai pas d'exemple de réalisation très, très concrète, à part le papier extrêmement négatif de Salganic, qui veut dire que finalement, on a accumulé des masses de données, mais on n'arrive pas à faire le modèle. On n'arrive pas à extraire le modèle. Il y a pas mal de questions dans le chat. Du coup, je vais les reprendre. Une première, c'est: y a-t-il une place spécifique du monde médical dans l'histoire et la diffusion des technologies de l'IA? Entre parenthèses, je pense au système expert. J'ai également qu'il y a beaucoup de discours et de promesses, mais des réalisations
encore tout à fait partielle. Non, c'est très juste. Les systèmes experts avaient plusieurs types de données. Il y a les gens de l'aviation, il y a les gens de la chimie, pour les questions de molécules. Et puis, beaucoup en expertise médicale, parce qu'évidemment, on sent bien que le diagnostic médical, il ressemble bien à un modèle formalisable, vraiment de logique, hein, de dizaines, de succession d'épreuves qui dirigent vers une direction ou une autre. Et du coup, ils ont beaucoup travaillé avec les médecins pour essayer, et du coup, là, les médecins, voilà, de capturer le raisonnement du médecin. Et puis, en se disant, le raisonnement du médecin, c'est quand même un truc bien circonscrit, quoi. On devrait arriver à en sortir le modèle qui devient expert. Ça marche des cas hyper évidents et ça, mais pour le reste, ça marche vraiment pas. Hein, ça marche pas. Et donc, moi, je suis d'accord avec les données de la question, il y a énormément de bugs. Vous voyez, sinon, Watson, avant, voilà. C'est fini. Pendant 5 ans, moi, j'allais partout parler d'IA et je disais, attends, il y a Watson qui arrive, il y a Watson qui arrive. Et le grand truc, qu'elle est révolutionnaire le métier, mais on a. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein de trucs, mais... Du coup, est-ce que les imaginaires autour de l'IA, ils servent au développement de l'IA ou est-ce que plutôt ils desservent l'IA, comme on a vu, qui a eu des pics, des descentes? Est-ce que c'était parce que vraiment, à cause de ces imaginaires, on s'est rendu compte que ça ne collait pas à la réalité? Du coup, il y a eu ces descentes ou au contraire, je pense que je vais essayer de de Disney, mais est-ce que aussi l'imaginaire ils aident à cette montée comment? Alors, bon, après, c'est un peu compliqué. On publie sur le site du Media Lab, vous avez un papier qui a été participé de ce que Maxime qui l'a fait. On a essayé de cartographier l'imaginaire de l'IA contemporain, l'imaginaire critique de l'IA, dans beaucoup d'articles. Et évidemment, ce qu'on fait apparaître, c'est une tension entre deux représentations qui sont liées vraiment à l'histoire que je vous raconter. Hein. Une représentation qu'on appelle robot et une représentation qu'on appelle l'homme. Mais le robot, c'est un imaginaire qui est plutôt dystopique aujourd'hui. Un robot, c'est la guerre, le robot sexuel, l'entité autonome, et donc c'est cette idée-là. Et puis l'algorithme, c'est quelque chose qui dit, en fait, qui n'est pas du tout sur cet imaginaire-là, qui est plutôt sur l'idée ça discrimine, ça choisit mal, ça nous dit, ça nous aliène, etc. Qui sont deux critiques qui sont très différentes. Alors, juste pour finir, moi j'ai une réponse personnelle. Après, on peut faire la chose. Moi, je pense que le fait qu'on ait gardé, on est en mode connexionniste actuellement, mais qu'on ait gardé un imaginaire symbolique, c'est un problème. Oui, mais c'est peut-être une conception de chercheur qui voit que les gens aient les bonnes représentations de ce qui se fait dans la recherche. Mais si vous regardez les médias, si vous regardez des séries télévisées, si vous regardez le discours sur l'IA, il est complètement symbolique. Il est de ce type-là. Et donc, moi, je trouve qu'il y a un tel décalage avec ce qui se passe dans les labos, ce qui se passe dans les technos, que je trouve que l'ajustement serait plus raisonnable. Mais ça veut dire, vous voyez bien, je pense que vous sentez, c'est qu'il faut arriver à faire comprendre qu'est-ce que c'est qu'une méthode d'apprentissage sur des données granulaires. C'est un peu comme le physique qui était un peu freiné parce que tout le monde pensait que le temps était absolu ou que la Terre était au centre du système solaire, c'est un peu dur de truc. Bon, je ne sais pas si ça freine quelque chose, mais on raisonne mal à propos de quelque chose qui est important et qui nous arrive. Alors, on se représente mal. Et là, bon, moi j'adore la science-fiction, vraiment, mais je pense que la science-fiction joue un rôle très central dans toute affaire. Quand vous avez le film où il y a un temps de. Vous voyez bien ce qui est au cœur de l'affaire. Et puis vous avez des chercheurs qui vont faire ça. Mais évidemment, c'est plus facile de fabriquer un imaginaire dans une sorte de grande confrontation, parce que ce qui est au cœur de l'affaire, c'est vraiment un truc un peu ontologique, une grande confrontation entre les machines, le pouvoir et la puissance de l'un et de l'autre. Vous pouvez expliquer les calculs distribués des états, mais moins d'imaginaire. Désolé, c'est pas grave, cette question aussi, après, comme tu disais, au niveau de l'interface entre les sciences
et la fiction et ce qui se fait au niveau pratique de la société. Donc, je suis en sciences appliquées plutôt, du coup. Ça pose la question un peu de la manière dont, parce que on parle beaucoup du sens, laboratoire vers qui informerait mal la fiction, mais à quel point est-ce qu'on pourrait dire que la fiction informe les sujets qui sont traités. Bon, du coup, au niveau des sciences sociales, j'imagine que c'est plus le cas à la limite que des sciences informatiques, etc. Mais comment les imaginaires collectifs et l'usage et l'apparition de nouveaux travaux de fiction et de nouveaux imaginaires, ça peut impliquer ce qui va apparaître dans les laboratoires scientifiques, notamment pour les jeunes chercheurs qui sont peut-être venus par le biais de ces imaginaires-là. Bon, je pense que c'est pas. Ouais, c'est pas voilà, c'est compliqué quand même, parce que dire on s'est engagé avec courant de recherche du coup de l'imaginaire de fiction, mais on voyait qu'il y a des rétroactions constantes. J'ai parlé, encore une fois, la métaphore du cerveau et des neurones, mais bien que c'est une métaphore qui a joué analogiquement, qui a transporté l'imaginaire. On a transporté, donc le fait que le chercheur puisse avoir des intuitions qui sont liées à des métaphores ou des analogies, c'est constant. Je ne pense qu'il ne faut pas l'arrêter, parce qu'en effet, ça nous aide à penser plein de choses. Le fait qu'on ait développé des technologies, souvent orientées dans des voies technologiques, parce qu'on était conduit par un imaginaire qui a peut-être été ignoré par la fiction, je pense qu'il y aurait des exemples. Avec le compte à rebours pour les fusées. Je crois que ça, c'est apparu pour la première fois dans la science-fiction. Et c'est venu après. Ouais, le mot rebours est apparu chez Isaac Asimov. Pas dans un labo, mais qui finalement a été associé. C'est un scientifique. Mais c'est dans sa fiction que le mot est démocratisé. Vous avez plein de circulations. En même temps, moi voilà, tout à l'heure j'ai fait. C'est un peu sérieux qu'il faudrait que les gens l'imaginaire qui correspond à la réalité. On a aussi besoin de faire circuler plein d'images comme ça, ça arrive à... Il faut avoir voilà, une sorte d'esprit suffisamment critique pour savoir quand on fait des analogies, des emprunts et voir comment ils sont pertinents. Question par rapport à ça. Mais là, vous avez montré que plusieurs fois, il y avait plusieurs modèles en fait, qui sont confrontés, certains qui étaient évalués par rapport à d'autres lorsqu'on s'est actualisé. Je pense que par rapport même aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on a l'impression, par exemple, l'idée d'une intelligence centralisée. Je pense par exemple, parallèle avec le blob, des créatures qu'on qualifierait d'intelligentes, mais qui sont un système centralisé de monde. Justement, comment est-ce qu'on peut faire, là, c'est une question de méthodologie, parce que j'ai l'impression, surtout qu'aujourd'hui, on fonctionne beaucoup avec une thématique de vitesse, en termes de recherche, en termes de production. L'Internet aussi accélère beaucoup de connexions. Comment est-ce qu'on peut faire pour trier ces modèles de manière un peu plus efficace? Parce que là, on a vu aussi qu'à un moment donné, on a abandonné certains, et finalement, on a stagné jusqu'à ce que finalement, les outsiders arrivent sans aucune connaissance de modèle et mettent 10 points en fait, d'écart par rapport aux autres. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi dans notre considération de ces différents modèles, ou en tout cas la nécessité d'avoir un modèle? Parce que finalement, chaque fois, on tendait vers des modèles, et à chaque fois, on a des tensions qui posent problème, et qui tendent à avoir des injonctions soit avec la science-fiction, soit à aller vers un système de calcul qui ne correspond pas forcément à une réalité économique et sociale. Quand Newton arrive, il ne vient pas sans modèle, il vient avec un paradigme qui est autre. C'est un super modèle. Il faut mettre plusieurs couches dans l'autre. Il faut enlever les scripts des autres. Mais oui, il vient bien avec ça. Vous avez raison, je pense que de temps en temps, les historiens des sciences peuvent y contribuer, c'est qu'on aurait besoin de garder mémoire d'expériences passées pour les retester ou pour renouer avec des options qui ont été. Vous savez, la recherche, c'est vraiment un truc où on est là, et finalement, il y a une direction qui se crée, puis elle se crée par des consensus scientifiques qui orientent, et que parfois, on n'a pas gardé la trace de tous les chemins qu'on a pris et qu'on a oublié des branches qu'on peut remettre par la suite. En gros, c'est un peu arrivé à l'histoire des neurones. Mais je pense qu'il y a aussi des explications plus liées au fonctionnement du mode de la science, qui explique ça. C'est que le truc de Rosenblatt, ça a vraiment fonctionné, de perception.
Mais à l'époque, on n'avait pas les données, on n'avait pas les capacités de calcul. Donc en réalité, il va bien falloir attendre les années 2005 et 2010 pour que tout d'un coup, les cartes graphiques, etc., permettent de faire des calculs absolument massifs qui étaient rendus possibles. Donc, ce n'est pas complètement contingent cette affaire. C'est d'une certaine manière la voie qu'avaient choisie les symboliques était aussi de tenir compte de la forme nouvelle qui était en train de créer dans les ordinateurs un espace propre à la programmation. Ce n'est pas le cas de tous les livres informatiques. Et de le remplir avec un programme. Hein. Et donc, ils sont partis dans cette solution. Et puis, tout d'un coup, on a pu rentrer le monde des données avec des calculs distribués et on écrit dans les données. Donc, il y a aussi des nécessités qui sont liées à l'orientation de la dimension. Mais vous avez raison, je crois qu'il faut garder des règles souvent données en histoire des sciences, ça vient tout à l'heure, qu'on appelle le principe de symétrie. Il faut garder mémoire de celui qui a perdu les constellations. Évidemment, on donne toujours la prime au vainqueur et on oublie les solutions de celui qui va, ou du camp qui va perdre, parce qu'en fait, il y a toujours des ressources et des potentialités qui sont là. Il y avait... Ah, pardon. Moi, j'ai une question sur l'interprétabilité. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on parle de la confiance, on entend nous dire que dans l'industrie, en fait, ces techniques-là ne pourront pas être utilisées parce qu'elles ne sont pas interprétables. Et j'ai l'impression que l'humain, en fait, pour interpréter quelque chose, il va lui falloir des catégories. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas interpréter quand il a 1000 ou 2000 catégories. Donc, il va y avoir une variable continue, qui prend 2000 valeurs, admettons. Et par contre, quand il y en a 4, 5, ben, c'est plus facile de les ordonner. Et donc, finalement, quel est ton point de vue par rapport à ça? Ouais. Est-ce que cette interprétabilité, c'est le début de l'ère glaciaire pour ces méthodes? C'est un débat fort aujourd'hui en régulation, parce qu'effectivement, si nos sociétés, dans la critique là, qui est faite et dans les projets de régulation de l'IA, si on oblige à l'explicabilité, l'interprétabilité de tous les dispositifs d'IA, évidemment, on va bloquer complètement la possibilité de les utiliser. Moi, là, je crois beaucoup à la recherche là-dessus, parce qu'en réalité, ce n'est pas complètement interprétable. Alors, il faut faire du post-hoc, donc il faut poser dessus des catégories. Nous, humains, on a besoin de catégories, pas nous, humains. Mais bon, on le voit sur des méthodes, mais la plus classique de machine learning, on fait des méthodes Chaplet, donc on repose des catégories qui résument un peu les variables déterminantes d'un calcul. Et nous, là, on s'attache beaucoup au Model Lab, on essaie de mener un projet d'autopsie des réseaux de neurones dans lequel on sait qu'il y a des techniques maintenant qui essaient de visualiser ce que fait. Donc, dans le discours public, on dit que c'est une boîte noire, on ne comprend rien. C'est vrai, personne ne comprendra pas les détails, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner une visibilité à ces questions. C'est un truc qui devrait intéresser les designers, c'est que là, en fait, d'arriver à trouver un mode de discussion avec le public dans lequel on n'a pas besoin d'une explication complètement fine sur certains systèmes. Après, ça dépend des systèmes, du type de système, mais on peut très très bien offrir des points d'appui, voilà, à l'explication qui sont suffisantes à une intelligibilité du système. Ça marche. Par ailleurs, là, le sociologue dirait que les trucs pas interprétables, il y en a tellement. C'est fascinant de voir qu'on est tous accrochés à cette idée. Il faut surtout arrêter les réseaux de neurones parce qu'ils ne sont pas interprétables. Mais bon, il y a plein de choses qui ne sont pas interprétables par le public, tout simplement parce que ce n'est pas parce que c'est des boîtes noires, c'est parce que les entreprises ne veulent pas. Les scores, les assurances et les gens qui scorent, elles ne vous donnent pas la manière dont elles font le score. Donc, si on obligeait déjà à avoir une meilleure explication de toutes ces systèmes, et on est confronté à des systèmes techniques en permanence, on ne sait pas expliquer et interpréter. Donc, quand le système n'est pas au risque, comme dirait le rapport de la Commission européenne sur la régulation de l'IA, je pense qu'on peut relâcher les contraintes d'explication. Enfin, non. Il faut trouver une autre manière de dire au public ce que font ces systèmes que de leur promettre une explication complète que personne, enfin, qu'on comprend peu en réalité quand il y a tellement de variables. Mais en revanche, avoir un script d'interprétation qui dise bon, ben, dans votre
score d'assurance, les 3 variables qui ont joué un rôle principal, c'est votre âge, quelques vous êtes fumeur, ça, votre profession, ça donne une explication sur la fonctionnement du système. Mais ceci étant, il faut aussi rendre transparent l'explication. Du coup, il y a encore plusieurs questions dans le chat. Une première de mon maître de thèse qui nous dit donc, merci pour ce très bel exposé. Dans la restitution historique de la dynamique de recherche en IA, je note l'absence de référence au machine learning, entre parenthèses shallow, avec des travaux marquants dans les années 90 et 2000, entre parenthèses Vatnik, Reimann, etc. Oui, Vatnik. Il y a eu un rendez-vous raté du fait de la bulle Internet et l'industrie est directement passée au deep learning, certainement pas adapté aux applications hors Internet. Comment positionnes-tu ce sous-domaine dans le débat symbolique connexionnisme? Moi, je serais très heureux d'en discuter avec eux parce qu'effectivement, donc j'ai été très très vite dans toute cette affaire. On va retrouver Vatnik qui était dans cette affaire. Est-ce que le numérique a raté les... Je ne suis pas complètement sûr, mais effectivement, il y a eu un débat très important qui était déjà intégré dans les systèmes externes autour de l'apprentissage et des méthodes d'apprentissage, et qu'effectivement, Reimann et les autres ont joué un rôle important dans le passage. Mais on voit bien, ma saga, c'est juste pour raconter une histoire simple, mais moi, j'ai lié beaucoup d'acteurs dans cette affaire, et du coup, par rapport aux autres techniques, aux arbres de décision, donc il y a des doublés. Moi, je crois quand même que du random forest, par exemple, c'est très présent chez Google, dans le PageRank, etc. Donc, je ne suis pas sûr que le numérique est complètement oublié. Ces formes de méthodes d'apprentissage qui ne sont pas les réseaux de neurones, mais qui sont quand même très, très utilisées, parce que dès que la base de données est un peu moins lourde, évidemment, c'est elles qui sont utilisées, parce qu'elles sont plus efficaces, beaucoup plus simples. Enfin, pas beaucoup plus simples, mais beaucoup plus lisibles. Encore une autre question. N'est-il pas inquiétant de constater que les technologies IA sont développées avant tout par des entreprises privées, entre parenthèses singulièrement américaines, et qu'elles vont déployer ces technos génériques de recommandations ou de décisions, sans doute biaisées, dans de très nombreux systèmes, finance, santé, éducation, mobilité, etc. Quid de la souveraineté? C'est un enjeu important. Effectivement, mon histoire telle que je la vois. Encore une fois, ma vue est partielle, mais effectivement, quand même, beaucoup du monde numérique, l'impression que j'ai, et là, je savais mieux dans des labos comme le vôtre. Et d'ailleurs, les interviewés là, que j'ai fait parler, ils travaillent en privé aujourd'hui. Ils sont dans des bureaux de fait. Ouais. Donc, il y a un effet incroyable. Et donc là, il y a un enjeu central pour la recherche publique. C'est de défendre une recherche publique de l'IA pour ne pas laisser et Criteo et les autres faire le travail. Donc, évidemment, il y a les gens qui faisaient depuis longtemps le rôle ont été hyper sollicités, sortir du monde académique. Il y a aussi ces choses, vous connaissez, en calcul, ça coûte très très cher. Donc, à NIP, c'est la grande conférence d'apprentissage et de neurones, mais les gens qui y vont s'amusent à chiffrer les coûts de chaque calcul. En fait, et ça se compte en dizaines, voire en centaines de milliers d'euros, parce que c'est du temps de calcul. Et donc là, c'est aussi eux qui offrent parfois un calcul à beaucoup d'équipes de recherche universitaires. Donc il y a un enjeu à c'est classique, ce que je veux dire, internaliser des capacités de calcul, de bien payer, surtout accompagner, environner les chercheurs pour faire un travail de qualité qui ne serait pas uniquement celui de Facebook et Google. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas les empêcher de faire des grandes percées et de travailler du coup avec des Césars, avec plusieurs chercheurs. Ils ont mis en place, je ne connais pas très bien, mais ils ont mis en place plein de systèmes de coopération avec l'ENS, d'ailleurs de mutuelles, de listing de professeurs dans des trucs, et elle est assez utile d'aller chercher
à travailler sur leur domaine, parce qu'on a besoin de leur capacité de calcul et aussi de leur donner, parce que j'ai insisté tout à l'heure sur le décalage qu'il y avait entre la perception symbolique et puis la réalité. Il y a quand même aussi un gros décalage que j'ai contribué à poser dans l'exposé entre la réalité des bases de données vraiment granulaires qu'on peut faire, ce que j'ai montré, et la réalité des bases de données, qui sont souvent les bases de données des industriels, etc., sur lesquelles on n'a pas besoin de mobiliser, on ne peut pas mobiliser en fait, cette technologie, donc on bloque. Une toute dernière question. Cette approche connexionniste libère des catégories, mais ne préserve-t-elle pas les biais et stéréotypes présents dans les données? Si. Oui, on retrouve. Et en fait, quand je dis elle libère des catégories, elle ne libère pas des catégories. Encore une fois, je n'ai pas beaucoup parlé, mais donc c'est supervisé. Alors, bon, ouais, il y a d'autres approches que supervisées, mais en fait, il y a plus des systèmes qui sont supervisés. Sinon, on fait des classiques. Et ce qu'on demande à faire aux gens qui vont étiqueter les données ou au signal qu'on va utiliser, c'est qu'il est souvent hyper symbolique et catégoriel. Donc, en réalité, on n'a pas perdu un objectif qui est catégoriel, et du coup, en réalité, on peut produire toute une série d'effets qui peuvent avoir des conséquences. C'est l'histoire de reconnaissance d'image, personne noire, singe, etc. On peut produire comme ça toute une série de choses, et là, on a bien des gens qui ont codé chimpanzés. Donc, on ne fait absolument pas disparaître Peut-être je peux dire un tout petit mot, alors, très conceptuel, ce que je disais, c'est un travail mené avec Jean-Marie Jean-Montieu, mené à partir du. Je vais peut-être dire ça. Je me suis embarqué à partir d'une théorisation de Boltanski qui oppose, c'est très très subtil ce que j'ai vu, qui est en même temps un peu vague, c'est de poser la réalité et le monde. Et donc la réalité, c'est ce qui est produit par les institutions. Donc on vit dans un monde qui est constamment catégorisé, mesuré, et pour dire qu'il y a une injustice entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes dans une décision de recrutement, et bien, il faut qu'on ait les catégories hommes-femmes, et puis qu'on ait l'objectif de la décision de recrutement. Donc on est en train de voir une discrimination à partir de catégories qui organisent le sens de justice ordinaire. Donc en fait, le réel est central. Mais évidemment, il pose des problèmes parce qu'on dit homme-femme, oui, mais alors si on a des trans, c'est pas dans les catégories. Ah ben, on peut dire que ça ne marche pas. Et donc en réalité, si on critique beaucoup l'organisation catégorielle que les institutions produisent de la réalité, il y a à côté quelque chose qui est tout ce qui arrive, le monde. Et le monde, il n'est pas catégorisé. Et donc cette prétention à aller en deçà de la catégorie, à embrasser toutes les données, à faire des vecteurs dans lesquels on met tout, on ne sait pas si ça va jouer un rôle, mais on va tout mettre. C'est une sorte de prétention en fait à s'appuyer non pas sur les catégories de la réalité, mais essayer d'épouser le monde. Donc il y a cette promesse Pentland que j'ai montrée là, elle est typique de ça, cette promesse laplacienne qui serait en fait, si on a bien toutes ces informations, on va pouvoir retrouver un modèle assez déterministe. En fait, on peut tout expliquer parce qu'on a tous les éléments. Et donc, au lieu de donner un crédit pour acheter une maison aux personnes parce qu'elles ont répondu à un questionnaire, si on rassemble les métadonnées de leur téléphone, leur géolocalisation et toutes les informations, donc c'est une sorte de promesse constante des big data, on aura le moment quelque chose, une approximation du nombre de personnes, et du coup, on prédira mieux le risque de la stratégie qu'on fait. Donc, je pense que ça fait partie de cette promesse, cette idée que du coup, on n'aurait plus de biais. Évidemment, complètement naïf. On aurait plus de biais parce qu'on ne serait plus dans des données qui ont été construites pour établir la réalité, mais on serait en train d'épouser des formes plus denses, plus nombreuses, plus multiples et plus diverses de la réalité des personnes. C'est comment dire. J'ai l'impression qu'il y a un positivisme, comment dire, à travers justement tout ce truc c'est présent dans les données et ça va vraiment nous donner ce qui va se passer après et appliquer à des choses comme effectivement des images, des choses qui sont extérieures à l'humain. J'ai l'impression que oui, ça peut avoir du sens, mais que sur des humains, c'est toujours, je sais pas, c'est un hyper positivisme scientifique. Oui, voilà. Peut-être qu'il y a ce qu'il faut rajouter.
Non, mais ça ne marche pas. Hein. Je sais pas assez dit, mais la plupart du temps, c'est très mal. La publicité personnalisée. Alors, il y a des endroits. Codage, en fait. Enfin, je veux dire, quelque part, c'est incomplète, ta représentation est incomplète. On n'écoute jamais le monde, c'est toujours incomplet. Et du coup, on aboutit à des résultats qui sont souvent faibles. Donc, moi, je ne fais jamais de pronostic sur l'avenir, mais on voit bien que là, maintenant, on est en train de redescendre de la hype. Et on a tout parlé de WhatsApp tout à l'heure, mais vous voyez quand même qu'il y a des désastres incroyables sur la santé. Les gens de l'IA disent toujours Google, on sait plus sur la santé des. Vous voyez ce genre de phrase. Google, on sait plus sur la santé des gens que les institutions sanitaires. Les consultants en IA disent ça depuis 10 ans maintenant. Hein. On va se rendre compte, c'est ça. Du coup, il faut se libérer. C'est très très grave. Bon, ben, en réalité, on a vu avec la pandémie, Google ne fait rien sur ça. Hein. Et le truc Google Flu, la grippe, ils ont débranché au bout de 2 ans. Mais ça date déjà il y a 10 ans, parce qu'il y a 2 papiers dans la nature qui nous disent que c'est tellement précis que c'est n'importe quoi. Donc, vous avez des gens qui ont intérêt à faire croire que ça fonctionne très très bien. La réalité, c'est que c'est les institutions sanitaires qui mesurent bien. C'est difficile, c'est discuté, etc. Il faut dire. Mais la promesse toujours de dire qu'il y a beaucoup de données, il y a une comportementale, il y a plein de trucs, etc. C'est un peu dans ce phase. Voilà. Trop d'informations. En même temps, c'est compliqué de coder des choses sur des êtres humains alors qu'on ne comprend pas super bien une bonne partie de l'être humain lui-même. Ouais. Si le code comprendra partiellement, ce que le développeur comprendra encore plus partiellement, ce que. Trop d'informations finalement, parce que la connaissance acquise en fait au cours du temps par les épidémiologistes, c'est quelque part qu'il va falloir se reposer sur telle ou telle chose pour pouvoir prédire des choses, alors que Google prend ses données sans a priori. Et puis surtout, moi, je pense qu'il y a un truc qu'on voit peu quand même, c'est l'angle de la prédiction. Parce qu'en réalité, ce que font les services numériques, les algorithmes sont efficaces. La reco musicale, elle vous prédit le morceau que vous allez écouter dans la prochaine semaine. Google, il vous prédit les liens, le bon ordre des liens que vous allez écouter, parce que vous avez l'habitude de cliquer là-dessus, mais il vous prédit la prochaine seconde. Et quand on essaye de faire une prédiction plus longue, et du coup plus intéressante, en fait, pour les humains, qu'est-ce que je vais faire dans la prochaine seconde, qui est de savoir la réussite sociale des individus contre lesquels ils essaient de gagner, ben là, en fait, les modèles de prédiction dans les données, ils ne donnent pas grand-chose. Alors, ce n'est pas des données de Google, c'est des données d'enquête extrêmement nombreuses et répétées, avec beaucoup de points d'entrée, hein, beaucoup de points d'entrée. Et donc des prédictions à long terme dans lesquelles il y a des accompagnements humains, etc., qui peuvent arriver. Et en revanche, on fait croire qu'on. Oui, j'ai eu. Juste pour conclure, une dernière remarque, mais je me suis intéressée dans le cadre d'un cours que je donne avec d'autres personnes à l'affaire de Compass. Donc c'était une affaire où on essayait en fait de donner un score de récidive à des personnes pour savoir s'ils étaient potentiellement récidivistes ou non. Et il y avait toute une histoire sur l'équité autour de est-ce que l'algorithme est raciste ou non. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le score en soi, à quel point le score donné était bon ou pas, était autour de 61-63%. Et en fait, il y a une équipe qui s'est amusée à proposer à des gens un peu pris au hasard sur Internet, à chaque fois de classer 20 personnes, et puis d'autres personnes en classera 20, etc. Et juste avec juste des personnes comme ça prises au hasard qui n'étaient pas du tout des experts de la justice, ils avaient dépassé déjà le score qui était donné par l'algorithme, qui était basé sur des trucs très très précis de quelles sont nos orientations, le métier des parents, le endroit où on habite. Et bon, après, je ne dis pas peut-être que l'algorithme était vraiment mal fait et qu'il y avait des moyens beaucoup plus sophistiqués de le faire et il aurait peut-être pu dépasser les humains, mais je trouve ça intéressant de dire que même des gens pris au hasard pouvaient vraiment faire mieux que cet algorithme. En même temps, il y a un beau débat quand même. Le problème de compatibilité privée, etc. Mais il y a des gens comme moi, je trouve que leur argument il doit être écouté.
qui est aussi de pas mettre l'humain dans le débat humain-machine, parce que nous, on est mix, hein, nous, on n'est pas à dire humain. On a aussi tendance à dire l'humain, etc. L'humain est complètement foireux. Oui, les juges Superman, les juges des cours américains, ils prennent des décisions qui sont complètement racistes. Voilà. Donc, dire toujours l'humain est plus fort que. Et que parfois, un bon modèle bien paramétré, avec suffisamment de données, etc., un bon modèle, il met en forme une règle et il peut. On va prendre la décision en face du juge, on n'est pas du tout là, mais c'est une feuille à l'intérieur du dossier que le juge a et qui peut un peu orienter cette décision en disant bon ben voilà, les scores c'est 60, je pensais que c'était un peu plus haut quand même. Et ça peut guider dans la décision pour ne pas faire cette. Je pense que la critique un peu humaniste à l'antenne de dire il faut défendre la qualité du jugement humain. En réalité, notre jugement humain, il s'est beaucoup amélioré parce qu'il est constamment augmenté d'indicateurs de score et d'information. Donc, il y a en fait ce qu'elle est en train de faire, si on reste du côté d'Engelbart et pas du côté de Lucarty, c'est qu'il est en train d'enrichir notre environnement de nouveaux signaux informationnels qui nous aident à mieux composer des jugements synthétiques. Et donc, ajouter des informations de ces prédictions, si on n'automatise pas, parce qu'évidemment, là, il y a un risque éthique énorme, si on n'automatise pas ces décisions, mais si on se donne une aide à la décision qui est supportée par le calcul, moi je pense qu'il ne faut pas se priver de cette aide à la décision, en condition qu'on a ajouté les privés, qu'il y a eu 140 trucs, etc. Mais qu'en tout cas, dire je fais confiance aux juges, vous êtes plein, moi j'ai des collègues économistes à Sciences Po, formidable, qui ont pu montrer que les juges américains, s'ils prennent la décision le matin, l'après-midi, après le repas, c'est pas la même. Donc, voilà. Peut-être la différence, c'est qu'on sait que les humains, ils ont tendance à penser, à pouvoir se tromper, etc. Et que peut-être associer plus l'IA à une idée de c'est forcément juste. Voilà, c'est très juste. Nous, on sait qu'on est fait. Donc, on a une réflexivité sur la possibilité de réaliser des trucs. Mais ça se programme aussi. Enfin, c'est plus difficile. Je pense que on va conclure peut-être. En tout cas, merci beaucoup.